Donc du coup, aujourd'hui, on est sur un nouvel épisode de Call Me Moustache sponsorisé par Traction. On est avec Marley. Marley, c'est du personal branding, c'est de l'entrepreneuriat. Il y a eu les Founder Night, il y a eu Memory aujourd'hui, un lancement sur YouTube que je suis de près. On va pouvoir parler de tout ça. Est-ce que toi, déjà, là-dessus, tu as quelque chose pour aller plus loin dans le descriptif ou on y va direct? Eh ben écoute, je pense que les résumés est plutôt pas mal, donc on peut y aller directement. Ok, bah top. Mais du coup, déjà, première question, on va aller sur la Founder Night. C'est le fait de pouvoir être ensemble, se tutoyer sans costume cravate. Exact. J'ai de mémoire, c'est allé jusqu'au Canada, c'est allé à Barcelone. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, carrément. En fait, si tu veux, les Founders Night, c'était des événements qui vraiment avaient pour but de rassembler le plus d'entrepreneurs possible, d'écosystèmes et d'univers complètement différents. Si possible, c'était pas du tout un problème. Et j'ai envie de te dire de tout genre, tout âge différent aussi. Voilà, le but, c'était vraiment d'avoir une mixité pour que tout le monde puisse apprendre de l'autre, tout le monde puisse rencontrer l'entrepreneur d'à côté et que chacun puisse apporter un peu sa pierre à l'édifice et son expérience auprès de tout le monde, tu vois. Donc ça, c'est des événements qui ont duré pendant à peu près 2 ans, si je dis pas de bêtises. Moi, je suis resté pendant 1 an et demi sur le projet. Et comme tu le disais, on a fait pas mal on a fait pas mal d'endroits. On a fait beaucoup Paris. Je crois qu'on a fait 8 ou 9 éditions à Paris. On en a fait 3 à Bordeaux, 2 à Lyon, 3 à Lyon même si je dis pas de bêtises. On en a fait une à Marseille. Après mon départ, il y en a eu une qui a été organisée à Lille. On a failli en faire une en Belgique, finalement, elle n'a pas été faite. On en a fait une en Espagne, donc à Barcelone. On en a fait une à Montréal, au Canada. Et voilà, c'est déjà pas mal quand même. Bah ouais, ouais, carrément. Ouais. Et du coup, le vœu, enfin moi je le sais un peu parce qu'on a discuté à côté, mais le vœu de se dire, en fait, on va pas mettre que des costumes cravates entre eux ou que des jeunes entrepreneurs entre eux, ça a toujours été dans ton état d'esprit depuis les études ou depuis encore plus longtemps, ou c'est à force de côtoyer ce milieu que tu t'es dit, faut un peu péter les codes. Ouais, en fait, si tu veux, pour te donner toute l'histoire de la Founders, l'idée vient pas de moi, elle vient de mon associé Martin et de son ancien associé à l'époque sur l'ancienne boîte qui s'appelait Julien. En gros, si tu veux, moi, je bossais pour eux sur leur ancienne boîte qui s'appelait Esli. Et pendant cette période-là, ils sont partis aux US à un moment. Ils sont revenus un peu après en nous disant, ouais, les gars, on a rencontré, à moi et aux autres personnes de l'équipe qui étaient encore en France, ouais, les gars, là-bas, on a rencontré des gens incroyables. On a participé à des événements de fou où, en fait, il y a des gens qui pèsent ultra lourd et qui viennent en short t-shirt presque claquettes, tu vois. Donc, il n'y a vraiment pas de barrière vestimentaire, de code, etc. Tout le monde te tutoie, tout le monde prend une bière, tout le monde trinque et tout le monde est trop cool avec tout le monde. Et il n'y avait vraiment aucune limite euh, vestimentaire, d'âge, de sexe ou quoi que ce soit, tu vois. Et du coup, ils se sont dit, venons, on fait ça en France. Est-ce que ça vous tente qu'on tente l'aventure en France? Et moi, j'ai suivi de base le projet comme ça, en me disant, vas-y, trop cool, on fait ça. Du coup, on a appelé ça les Founders Nights. Et en fait, on s'est rendu compte dès la première que ça a bien pris, il y avait une ambiance de fou, etc. Les gens nous comparaient même à The Family, un peu, si tu veux, au début, parce que The Family, ça venait de se cut avec le Covid, ça avait été compliqué pour eux. Et depuis le Covid, en fait, il n'y avait plus trop eu d'événements. Donc, les gens Ok. commençaient un peu à nous comparer à The Family, pas sur la partie procès qui est actuellement, mais Ouais. plutôt sur la partie, plutôt sur la partie, on fait des événements trop cool dans l'écosystème startup, tu vois. Et ouais, du coup, on a kiffé, les gens kiffaient, donc on s'est dit, bon, c'était la première, après nous, on en fait une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Puis au fur et à mesure du temps, il y a des personnes qui ont quitté un peu le navire, parce qu'ils voilà, ils avaient envie de tester d'autres choses, etc. Et moi, j'ai continué principalement avec Martin pendant, comme je t'ai dit, 1 an et demi. Et après, je suis sorti du projet au bout d'1 an et demi, et lui a continué encore un petit peu. Et ouais, moi, je suis sorti du projet, moi, je le cache pas, hein, tout simplement parce qu'en vrai, l'événementiel, c'est dur. Notre business model n'était pas stable et en fait, c'était compliqué d'en vivre. Et moi, à côté, si tu veux, je faisais déjà du freelance. J'étais ghostwriter à l'époque, en free, d'où un peu la suite logique jusqu'à aujourd'hui. Tu vois, tu parlais de memory, etc. Mais en gros, ça vient de là. Et voilà. Donc, l'idée de base ne vient pas de moi pour répondre à ta question. Elle vient vraiment de Martin et Julien qui ont vu ces événements-là et qui les ont vécus aux US. Et on a ramené un peu cet ADN en France. Et ouais, moi, qui ai grandi dans l'écosystème startup, j'ai suivi à fond parce que ça m'intéressait carrément, tu vois. Ok. Bah, du coup, super intéressant. Et puis, forcément, surtout sur Call Me Moustache, j'aime la transparence et l'honnêteté. Donc, merci pour ça. Et du coup, donc, tu disais, tu avais le freelance à côté, Memory aujourd'hui. J'ai deux, trois petites questions sous le coude sur certaines choses entre les voyages et compagnie. Mais déjà,
À cette époque, tu te dis le copywriting, il va avoir une importance, il a une importance aujourd'hui, il va continuer à grandir. Comment est-ce que tu t'es dit, bah vas-y, je vais aller là-dedans et m'y mettre à fond? Ouais, en fait, au début, j'y suis vraiment allé un peu par opportunité, par opportunisme, on peut dire. Si tu veux, moi, j'écris sur LinkedIn depuis que j'ai commencé à entreprendre. J'ai commencé à entreprendre en 2021. J'étais dans une alternance à ce moment-là. J'ai commencé à écrire sur LinkedIn pour cette boîte-là. Après ma deuxième année, bah, c'est là où j'ai commencé à bosser avec Martin et Julien, ce que je t'expliquais. Et du coup, je continue à écrire aussi sur LinkedIn pour eux. Entre-temps, j'ai lancé aussi un podcast pour les étudiants entrepreneurs. Donc, j'écrivais aussi sur LinkedIn pour faire la promo de ce podcast. Et en fait, ça faisait déjà bien 2 ans que j'étais sur LinkedIn. Et du coup, je commençais à comprendre la plateforme, à monter en compétences un petit peu sur le sujet, etc. Et grâce au Founders Night, j'ai rencontré un mec qui s'appelle Valran, qui m'a proposé d'être free pour ses clients à lui en ghostwriting LinkedIn. Et du coup, si tu veux, ça a commencé comme ça. Donc vraiment, de base, je pars de là en me disant, OK, j'ai des compétences, je vais le faire pour d'autres. Je contacte d'autres personnes, d'autres agences. Donc en fait, je commence à avoir d'autres clients aussi, moi, de mon côté. Et en fait, la compétence, je la développe comme ça. Et au fur et à mesure du temps, à force de travailler, à force d'accompagner des personnes sur LinkedIn, bah, tu vois, je commence à comprendre un peu les codes du personal branding, monter en compétence aussi là-dessus. Et du coup, réfléchir vraiment à tout d'un point de vue plus marketing que d'un point de vue ghostwriting LinkedIn, qui, pour moi, est une partie du marketing, parce que le marketing, c'est vraiment ultra large et tu peux faire énormément de trucs quand tu parles de marketing. C'est une partie du marketing. Et je me suis dit, OK, go me nicher là-dedans. Franchement, les clients pour lesquels je bosse, ça se passe bien, ils sont satisfaits. Bah, go pousser un peu le truc là-dessus et ça peut être super intéressant. Et après, je sais pas si tu veux que je développe un petit peu la suite du projet, mais globalement, j'ai rencontré Hugo Benz, mon associé, pendant les Founders Night, justement, qui lui écrit beaucoup sur LinkedIn, qui m'a dit bah, t'es chaud, on monte une agence à deux. Et en fait, ça s'est créé comme ça à la base. Et si tu veux, j'en parlerai peut-être un peu plus tard, ou je ne sais pas si tu veux que j'enchaîne maintenant, mais je t'en parlerai un peu plus tard pour la suite des Ouais. moments. Ouais, ça va arriver juste après, justement. Parce que du coup, ce qui est intéressant aussi, alors forcément, à un moment, je te poserai la question sur quel est ton avis sur l'IA et les faux ghostwriters aujourd'hui. Ouais, carrément. Du coup, mon avis a été donné parce que j'ai dit les faux ghostwriters. Mais du coup, tu vois, sur tout ce système-là, parce que enfin, moi, ça m'intéresse évidemment, mais les gens qui écoutent aussi, ça les intéresse parce qu'on parle souvent de ça. On a plutôt un aspect IA produit ou IA tech dans les autres discussions par rapport à mes propres compétences. Ouais. Mais sur l'IA et copywriting, je pense que c'est intéressant. Donc, je vais te lancer sur cette parenthèse, dans le sens où moi, je suis transparent avec l'audience et avec les personnes avec qui je travaille. J'utilise moi-même un système que j'ai fait pour moi, qui se base sur des discussions que je fais avec Claude. Ouais. Mais, entre guillemets, je vois quand même la différence quand il y a un vrai ou une vraie ghostwriter à côté et les posts qui sont faits. Toi, tu as quoi comme avis aussi et est-ce que tu travailles avec ces outils plus ou moins d'intensité? Ouais, en vrai, c'est une bonne question et je pense qu'elle mérite vraiment de se poser. Je vais te répondre avec mon avis du passé et mon avis actuel. Dans le futur, j'aurais peut-être rechangé d'avis très honnêtement parce qu'en fait, ça fait que changer et tout va Ouais. super vite, tu vois. Donc, franchement, je ne sais pas ce que ça va donner dans les prochains mois, voire les prochaines années à venir. Mais si tu veux, tu m'aurais posé la question il y a 2 ans, 1 an, 2 ans, je t'aurais dit, ouais, non, l'IA, c'est de la merde, on y va, faut pas y aller, etc. En fait, ça se développe tellement vite qu'aujourd'hui, mon avis a changé. Et je pense que ne pas utiliser l'IA c'est une connerie, dans le sens où en fait, elle te fait gagner énormément de temps sur plein de choses, tu vois. Je te donne un exemple tout bête. Tu peux utiliser un outil genre Notebook LM, tu vois, qui te permet de recenser plein d'informations, etc. Et moi, je le fais pour certains clients. Enfin, je le faisais pour certains clients, j'ai arrêté parce que maintenant, je passe sur Claude. Et je le faisais sur certains clients où je donnais en gros plein d'infos. Et à chaque fois que j'avais une question sur un client, au lieu de fouiller toute la doc Mm. que j'avais sur la personne, bah, tu demandes à l'IA et elle te la retrouve hyper vite, tu vois. Donc ça, en vrai, juste pour ça, c'est trop puissant. Claude, pareil. Claude, tu peux lui donner plein d'infos. Tu peux essayer de creuser des sujets aussi, Claude, mais aussi Perplexity, parce que je l'ai fait aussi pas mal avec Perplexity, aussi pour la veille, mais je t'en parlais juste après. Donc, tu vois, tu sais que le client, il est dans tel secteur d'activité. Vous avez développé un sujet tous les deux sur, OK, on pourrait parler de ça. En fait, toi, il faut que tu creuses. Mais au lieu de te casser la tête à creuser, à fouiller tous les articles qui sont sur Google, bah, tu vas sur Perplexity ou sur un Claude, tu poses des questions. Lui, il a toutes les informations liées au client. Donc, en fait, il te donne des réponses qui sont ultra pertinentes par rapport aux informations qu'il a déjà. Donc, en fait, c'est trop puissant et ça va trop vite. Tu vois, ça te permet d'accélérer la documentation, etc. Perplexity, tu vois, je t'en parlais, j'utilise pour de la veille. Bah, j'ai automatisé des reports tous les jours
Bon, là, je les ai un peu calmés, je les ai passés en hebdomadaire parce que tous les jours, ça faisait beaucoup. Mais en gros, j'ai automatisé des reports de veille sur des sujets que je veux. Je lui rentre un gros prompt en disant, OK, moi, je suis intéressé par ça, ça, ça et ça. Et en fait, toutes les semaines, j'ai un truc qui tombe en me disant, OK, voici ce qui s'est passé cette semaine sur tel secteur d'activité, sur le sujet A, B, C et D. Et du coup, ça me donne plein d'idées de sujets que je propose aux clients derrière. Enfin, là, aujourd'hui, c'est plus vraiment moi qui le fais, c'est plus les ghosts avec lesquels je travaille. Mais en gros, qui peuvent proposer ça aux clients derrière. Et du coup, en disant, ben voilà, on a vu ça cette semaine, telle actu, on peut en parler ou non, pourquoi, etc. Tu vois. Donc ça, en fait, juste pour ça, c'est ultra puissant. Tu vois, on en parlait juste au début de cet appel-là. Gemini qui prend des notes à un call. En fait, Ouais. ce qu'on faisait avant, c'est que il y avait un call. Moi, je prenais les notes en live direct pendant que les clients me parlaient. Aujourd'hui, je suis plus focus sur ce que le client me dit plutôt que sur l'écrire parce qu'en fait, derrière, j'ai les notes de Gemini, j'ai le transcript, j'ai tout ce qu'il me faut qui me permet en fait de retrouver toutes les informations ultra vite et ultra facilement. Tu vois. Donc en fait, l'IA, c'est trop puissant et je suis complètement pour le fait de l'utiliser. Maintenant, je ne suis pas encore ultra convaincu sur le fait de l'utiliser pour rédiger des posts LinkedIn de A à Z. Pourquoi? Parce qu'en fait, je trouve que tu sais, l'IA, c'est comme tout. Tu lui donnes enfin, pas les bonnes infos, il va te sortir des mauvais résultats, tu vois. Ah bah Alors que du clairement. coup, le ghostwriter, c'est la compétence qu'il a acquis sur plusieurs années, etc., etc. Et donc, du coup, c'est des choses qui ne changent jamais. Euh, donc, pour rédiger purement et simplement avec l'IA, bof, tu vois, je pense qu'il y a vraiment des prérequis à avoir, il faut faire attention. Mais surtout, ce que je viens de t'évoquer avant, ah ouais, l'IA, go à 100%, tu vois, franchement, c'est génial. Et pour en revenir juste au métier de Ghost VS l'IA, bah, je trouve qu'aujourd'hui, le métier de Ghost, il est quand même en train de changer. Moi, je parle beaucoup de ghostwriting, tu vois, depuis tout à l'heure, je te parle de ghostwriting parce qu'en fait, je sais que les gens comprennent ce que c'est qu'un ghostwriter aujourd'hui, mais quand je parle avec des prospects, je parle plutôt en termes de stratégie. Je parle plutôt de content stratégiste, si tu veux, plus que de Ouais. ghostwriter. Pourquoi? Parce qu'en fait, je trouve que vraiment notre valeur ajoutée à nous aujourd'hui, elle est dans le fait de récupérer les bonnes informations et de les transformer en contenu. Dans mon cas, c'est LinkedIn, mais en fait, il y a d'autres gens qui pourraient le faire sur Instagram ou sur la newsletter. On fait aussi un peu de newsletter, etc. Mais ça peut être sur n'importe quel média, on va dire, tu vois. Mais notre job, c'est vraiment tu vois, on discute tous les deux. Par exemple, tu es mon client, on va discuter tous les deux. Je vais te poser plein de questions pour savoir ce qui s'est passé dans ta semaine. On fait encore toutes les 2 semaines chez Memory, si tu veux. Donc, ce qui s'est passé sur les 2 semaines, pourquoi tu as fait ça, euh, quel point positif tu as eu, quel point négatif tu as eu, quelle discussion tu as eu avec tes prospects, qu'est-ce qu'ils t'ont dit, etc. Le but, c'est vraiment de creuser au maximum quelle actu tu as vu passer, etc. On fait un ping-pong d'informations. Moi, je récupère toutes les infos que tu me donnes. Et c'est pas parce que je prends toutes les informations que je vais tout transformer en contenu LinkedIn. Et derrière, tu vois, je fais un peu un mix de tout ça en me disant, OK, ça, c'est un sujet dont on a parlé qui était intéressant. Ça et ça aussi. Ça, c'est trop touchy. On va pas y aller parce que le but, c'est pas non plus de raconter des choses qu'il faut pas raconter publiquement sur les réseaux sociaux. Et derrière, tu transformes tout ça en contenu LinkedIn, tu vois. Nous, notre job, pour moi, en tant que content strategist slash ghostwriter, c'est vraiment, on discute, je récupère toutes les informations que tu as en tête, mais que tu sais pas quoi en faire. Et derrière, moi, je les transforme en pièces de contenu, tu vois. Là où une IA, aujourd'hui, c'est toujours à toi de lui donner les informations, donc de savoir quoi lui dire pour que derrière, elle puisse en faire quelque chose. Alors que nous, notre job, c'est vraiment, bah, faut qu'on te pose les bonnes questions, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, un bon ghostwriter slash content stratégiste, c'est une personne qui arrive à poser les bonnes questions à son client, tu vois. Ouais, bah, ce qui est super intéressant en plus, c'est sur le comparatif. Moi, je fais par rapport à parce que je fais à côté là de sniper stratégique. Ouais, La finalité, c'est que ce métier, il a évolué vers la dernière phrase que tu as dit, tu vois. C'est poser les bonnes questions. Parce c'est ça en fait. qu'après, on va encore plus loin. Là, tu vois, pour une personne que j'ai là en ce moment, je lui ai fait une plateforme personnalisée en ligne, bah, parce que je vibe code à coder et que j'adore ça depuis longtemps. Ok. Et avant, bah, j'allais pas inclure ça, tu vois, sur le suivi. Mais là, elle se connecte, elle a son questionnaire personnalisé, ses exercices personnalisés par rapport à son offre et compagnie. Et comment est-ce que cette création elle est faite? Parce que bah, on va passer 1 heure, 2 heures de temps par semaine où je vais lui poser certaines questions. Je lui dis, prends pas de notes, t'inquiète pas, il y a tous les outils qui tournent. Et à la fin, c'est moi et mes outils, entre guillemets, pour dire, OK, bah là, on a parlé de ça. Attends, il y a 2 semaines, on a parlé de quoi? On a parlé de ça. Ça fait 4, 5 fois que là, elle dit ça. Donc, c'est un sujet qui est important, c'est un point de douleur. Tu as vraiment une accélération pardon, qui se fait avec tous ces outils qui est hyper intéressante. Et sur le côté création de contenu, moi, à ma petite échelle, du coup, je l'ai testé ça. Tu vois, de dire, Ok. tu fais un contenu 100% généré, tu reprends rien, tu lui demandes juste d'écrire, mais tu mets une photo bah, fait avec l'iPhone à l'arrache. Après, t'écris toi, tu t'arraches pour l'écrire, mais
tu fais une photo qui est genre 3D, SFX et compagnie. Et j'ai vu quand même la différence sur si jamais tu mets une photo qui est ultra IA, tech, machin, mais c'est pas caché, tu vois, c'est vraiment, tu as l'impression d'être dans Tron, mais Ouais. que ton contenu, ça se voit qu'il est écrit à la mano, j'ai eu moins de résultats que le contenu qui est généré un peu à l'arrache avec ces outils, mais Ok. avec une photo regarde, je suis au bord de la plage, mais pas moi en selfie, tu vois, il y a un beau Ok, paysage ou ouais. quoi, mais tu vois que c'est pas pro. Donc Ok. c'est vrai que c'est une étude que j'avais faite qui avait été assez fun. Mais après, bon, j'ai trouvé mon axe à moi. Tu vois, Ouais. honnêtement, si je pourrais bosser avec un copywriter en termes de temps, etc., je pense que je le ferais. Et là, je co-écris tous les posts. Et j'essaye un peu de m'arracher la tête avec les outils, justement, pour que ça reste quelque chose de plus humain et plus personnel. Les visuels, je les génère avec Xfield, et Ouais. qui a reproduit tout un avatar. Mais j'essaye d'être dans des situations dans lesquelles je pourrais être, en gros. Tu vois, pas Ouais, je tu vois, suis sur la ok. Lune et je suis en train de tenir Mars dans la main, quoi. Donc, Ok, je vois trop bien. donc c'est vrai que je trouve que c'est hyper intéressant aussi d'avoir ton avis là-dessus. Parce que tu sais, tu as cette espèce d'équilibre entre tu as envie de faire quelque chose qui est très humain, plus personnel, etc. Et d'un autre côté, tu vois des posts qui vont performer et ça se voit 4000 qu'il y a un pote derrière et que c'est à l'IA. Mais du coup, tu te dis, je fais quoi? Je vais vers là parce que en fait la société me dit d'aller vers là, ou non, je suis avec mes valeurs et je reste de l'autre côté. Ouais. Pour te lire sur LinkedIn, je sais que toi, tu es plutôt on reste sur nos valeurs et on va pas suivre une mode qui va mourir, ça se trouve, dans un mois, une semaine ou 3 mois. Mais c'est vrai que c'est une période qui est compliquée, je pense, pour les gens sur le contenu, quoi. Ouais, complètement. Et en fait, tu vois, même pour appuyer un petit peu ce que tu viens de dire, je pense que moi, mon métier, il est pas à risque dans le sens où, de mon point de vue et vu les clients avec lesquels je bosse, je vois qu'il y a encore de beaux jours devant, il y a encore de beaux jours devant lui, mon métier. Par contre, aujourd'hui, avec l'IA, je suis quand même assez convaincu qu'il y a toute une partie du marché que je ne peux plus adresser, tu Mm. vois. Typiquement, les personnes qui, peut-être comme toi, tu vois, qui ont du temps pour discuter avec une IA, tu vois. Parce qu'en fait, il y a des personnes qui bossent en indé, qui sont solo ou alors en très petite équipe et qui, en fait, sont IA-friendly et se disent, OK, je discute avec, je sais pas quels outils les gens utilisent pour ça. Tu vois, tu me parlais de Claude tout à l'heure, peut-être Claude. Je discute avec Claude, il me fait un retour, j'aime pas, je le modifie, j'aime pas, je le modifie, et puis, etc., jusqu'à trouver la bonne version, tu vois. Et je pense que toutes ces personnes-là, aujourd'hui, je peux plus vraiment les adresser dans le sens où, moi, mon service, il a un certain coût, tu vois, quand même. Et donc, les gens vont me dire, ouais, mais je le fais avec l'IA, ça me coûte moins cher. Fine. Très bien. Fais-le si tu as des performances, franchement, tant mieux pour toi, et c'est tout ce que je te souhaite. Par contre, à côté, tu as tout plein d'autres gens, notamment des dirigeants. Quand je dis dirigeants, c'est plus type PME, Ouais. ça fait quand même un peu d'argent, genre quelques centaines de milliers, voire quelques millions par an, euh, qui ont des équipes derrière elles et qui, pour eux, en fait, LinkedIn, c'est vraiment LinkedIn et l'IA même, c'est vraiment un sujet encore un peu loin, dans le sens où ils en ont entendu parler, ils savent que c'est pertinent, ils savent que ça peut aider leur boîte à grandir, etc. Sauf qu'ils ne connaissent pas les codes, ils n'ont pas les compétences, etc. Donc, j'en reviens à ce que je te disais tout à l'heure. Tu mets l'IA dans les mains d'un débutant, tu auras des résultats de débutant. Ah bah Donc, en ouais. fait, tu mets l'IA dans les mains de ces gens-là, mais ils auront des mauvais résultats aussi. Et donc, en fait, ces gens-là préfèrent. Et je me demande s'il n'y a pas un côté aussi un peu, par habitude aussi, bosser avec des humains. Parce que moi, la plupart des clients qui ressemblent à ça et avec lesquels je bosse, ils ont pas 20 ans, hein. Ils ont 40, 50, tu vois, ça fait un moment qu'ils entreprennent, etc. Et qui, peut-être par habitude, ont plus l'habitude de bosser, d'échanger avec des humains et qui, du Mm. coup, préfèrent avoir des ghostwriters slash content stratégistes à leur côté. Ils ont un point avec nous toutes les 2 semaines. Pendant 1 heure, 45 minutes, 1 heure, on parle, on prend toutes les informations. Et derrière, eux, ils n'ont rien à faire si ce n'est que review les posts, tu vois. Et ça, c'est des personnes qui peuvent se le permettre parce qu'elles ont des boîtes qui tournent bien et parce qu'ils ont un budget marketing qui est alloué à ça aussi, tu vois. Donc, chacun accorde un peu son budget, alloue son budget à où il veut. Chacun gère sa boîte comme il a envie de gérer, mais je suis quand même convaincu qu'il y a toute une partie du marché aujourd'hui que je ne peux plus adresser. Euh, et il y a toute une partie, par contre, qui est vachement adressable parce qu'en fait, tout ce qui est personal branding, LinkedIn, etc., c'est quelque chose qui, à mes yeux, prend de plus en plus en valeur auprès des gens. Tu vois, on aurait discuté de ça en 2022. Il y a plein de gens qui Ouais, étaient en c'est pas la mode, même ah ouais, tu histoire. payes. Ah ouais. Les gens, ils donnaient des discours du style, ouais, tu payes quelqu'un pour rédiger tes posts LinkedIn à ta place, tu vois.
Mm. Je trouvais ça bizarre. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de normal. Et du coup, ça prend de plus en plus de valeur. Et comme ça prend de plus en plus de valeur, eh ben, ça vient toucher aussi ces dirigeants qui ne sont pas forcément à l'aise avec ça, mais qui se rendent compte que c'est pertinent et que ça pourrait aider leur boîte à grandir. Tu vois. Et donc, du coup, qui se tournent vers des solutions comme la mienne, par exemple. Donc, pour en revenir sur l'histoire de l'IA, je pense vraiment que ouais, l'IA, c'est game changer. Je pense qu'il faut l'utiliser, mais je pense qu'il y a aujourd'hui des personnes qui ne sont pas encore en capacité de le faire et qui, du coup, se tournent plutôt vers des solutions comme les miennes et qui continueront par habitude à se tourner vers d'autres humains pour bosser et pas vers l'IA forcément, tu vois. Ouais, je suis bien d'accord. Et puis, il y a aussi une logique de charge mentale où les gens, ils y pensent pas. Ah Au ouais, final, complètement. quand tu utilises l'IA, tu prends aussi la charge mentale d'aller faire les reviews, d'aller faire les programmations, d'aller faire tout ça. Ah Et oui, clairement. tu vois, au sein de Traction, des fois, on en parle et il y a des gens, ils nous disent, bah, franchement, je pense que si je m'y mets, je pourrais avoir un certain résultat, pas un résultat professionnel, mais un certain résultat. Mais du coup, ils disent, Mhm. par contre, je préfère largement dire à quelqu'un, j'ai besoin d'avoir mes 6 postes là sur cette semaine, et de me dire, ma charge mentale, c'est 1 heure le lundi en discussion et 1 heure le vendredi en review, et terminé. Et c'est vrai qu'il C'est y en a ça. beaucoup qui ne pensent pas à ça. On discutait de ça avec Ludo Mornan, où on disait, pour beaucoup, l'IA, c'est être plus productif et prendre moins de temps. Alors qu'in fine, si tu fais pas attention et que tu t'organises pas, tu prends encore plus de temps sur de la R&D et compagnie parce que tu dis, ah ok, je vais faire un poste. Ah mais attends, mais est-ce que je peux pas lui donner aussi ça, puis ma presse, puis machin, puis truc. Et du coup, tu remets tout en question. Et après, ça fait des dirigeants qui sont biberonnés à l'IA et bon, malheureusement, des fois, qui ne savent plus prendre de décision. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est intéressant. Le seul truc, je trouve, qui est dommage, mais bon, c'est un monde d'opportunistes, c'est Ouais. qu'il y a des personnes qui vont se targuer d'être ghostwriter et content strategist, alors qu'en fait, tout ce qu'ils font, c'est tu prends le CV entre guillemets LinkedIn, tu le mets sur Claude et tu dis écris-moi 10 posts. Et après, derrière, tu dis ouais, j'ai travaillé de ouf, machin et tout. Et je trouve que ça, c'est dommage parce que ça dessert le vrai métier. Parce après, tu as des gens, tu vois, s'ils ont 4 5 personnes comme ça, après, ils se disent bien sûr, t'es content stratégiste, t'as raison. J'en ai Ouais, déjà c'est eu ça. 4, j'ai eu le même résultat en prenant 2 heures avec Claude. Et ça, je trouve que c'est dommage. C'est ça. Mais en fait, si tu veux, par rapport à ça, je pense que bah, tu peux pas lutter contre les mythos. Moi, j'ai autre chose à faire que de partir à la chasse aux mythos, tu vois. Donc, je Ouais. vais les laisser continuer à faire ce qu'ils ont à faire. Et je pense que il y a des choses dans la vie que tu peux contrôler et d'autres que tu peux pas contrôler. Et ça, typiquement, ça fait partie des choses que tu peux contrôler. Mais sur ce sujet-là, les choses que je peux contrôler, c'est moi, ma façon dont je publie du contenu, ce que j'écris, comment je suis crédible et comment les gens me trouvent légitime sur ce sujet-là. En fait, tout ce que je peux faire, c'est continuer à créer du contenu, continuer à me rendre crédible sur ce sujet-là et faire en sorte que les gens, quand ils entendent parler de Marley, ils te disent, OK, Marley, je sais que c'est quelqu'un de sérieux dans le milieu, que c'est quelqu'un à qui je peux faire confiance, etc. Tu vois. C'est le seul truc sur lequel je peux travailler. Si à côté, il y a des mythos qui viennent tuer notre métier, bah, j'ai envie de te dire, ça fait chier, mais c'est la vie, j'y peux rien, tu vois. Donc j'ai plus qu'à bosser sur moi et à faire mieux qu'eux, entre guillemets, tu vois. C'est plus ça, c'est plus ce sur quoi il faut que je fasse un focus. Ouais, bah, je suis bien d'accord. Et du coup, ça me permet de rebondir, même si on s'y attend pas sur tes voyages, Ouais, dans le sens où souvent, quand j'échange avec des entrepreneurs ou des entrepreneuses, ils me disent qu'il y a un avant et un après. Et du ouais. coup, je suis curieux aussi de voir ça. Est-ce que toi, tu as ressenti ce avant, après tu pars pour aller faire les différents visites de pays, et tu Mm. reviens en te disant, OK, j'ai une autre menta, limite, tu sais même pas que tu l'as, mais tu l'as, quoi. En fait, si tu veux, par rapport au voyage, ce que je peux te dire, déjà pour donner un peu de contexte, là on est en 2026, en 2025, je suis parti pendant 9 mois et demi en Asie du Sud-Est. Je suis parti, j'ai fait 7 pays, j'ai fait, si j'ai bien compté, Thaïlande, Cambodge, Vietnam, Japon, Indonésie, Malaisie et Sri Lanka. Donc, si j'ai bien compté, ça fait 7 normalement. Donc j'ai fait tous ces pays-là et en fait, c'était un peu une période assez complexe et particulière parce qu'en fait, il a fallu que je jongle entre voyager et bosser en même temps. Et je ne me suis pas retrouvé comme, sauf quand j'étais à Bali. Mais Bali, franchement, c'est une vibe qui est un peu très, très méchante. J'en parlerai juste après. Ouais. Je ne me suis pas retrouvé comme la plupart des nomades digitales à être au bord de la plage, à bosser depuis ma serviette, etc. Non, en vrai, j'avais des horaires de taf. Hein. Je me levais le matin. En plus, il y avait le décalage horaire, donc c'était trop bien parce qu'en gros, si tu veux, en Asie, ils sont en avance sur nous d'un point de vue heure. Quand je me levais le matin là-bas, en France, c'était la nuit. Donc j'avais toute ma matinée deep focus, pas mon téléphone qui sonne, rien. Donc c'était trop bien, tu vois.
Donc en fait, je me levais le matin, j'allais au cowork qui était à côté, et du coup, je me mettais à bosser depuis le cowork. Et je faisais ça toute la matinée. Début d'après-midi, je profitais un petit peu pour sortir, etc. Parce que bon, j'étais quand même à l'autre bout du monde. Le but, c'était pas que je fasse que bosser non plus. Ouais. Donc, je profitais quand même pour sortir, etc. Et en fait, fin d'après-midi / la soirée, quand dans une journée normale en France, tu auras fini de bosser vers 17h, et moi, je reprenais mon PC et je faisais ma journée parce qu'en France, c'était le milieu de journée. Et du coup, c'était pile le moment où j'étais en accord avec la France. Donc, c'était parfait, tu vois. Donc, franchement, en termes d'horaire, j'étais trop bien. Euh, Sauf quand je suis allé à Bali, là où Bali, en fait, je m'étais accordé aussi une petite période de vacances quand j'étais là-bas. Et Bali, c'est une vibe un peu particulière. C'est que mon retour perso, pour être honnête. Et là-bas, j'avais du mal à bosser, tu vois. J'avais vraiment envie de sortir, prendre mon scooter, aller faire un tour, aller surfer ou quoi que ce soit. J'avais vraiment envie de ça et j'avais pas vraiment envie de bosser. Et Bali, ça a été une période. Il y a des gens qui sont venus nous voir aussi, donc je pense que ça a aussi un peu joué là-dessus. Je dis nous parce que je suis parti avec ma copine aussi en voyage. Je n'étais pas tout seul. Ce qui aussi, je pense, m'a aidé, parce que ça m'a permis aussi parfois de me dire, OK, il faut que je m'organise correctement, parce que elle était là aussi, donc en gros, on avait un voyage à gérer à deux, tu vois, tout simplement. Ouais. Donc voilà. Et du coup, pour en revenir à la partie un peu travail, est-ce que ça m'a changé, etc. Je pense que ouais, parce que je pense qu'en voyageant, j'ai compris des choses sur la vie en général, sur moi-même, etc. Et je me suis surtout dit que, en fait, dans la vie, il n'y a pas que le taf, il y a aussi vraiment toute une partie à la vie en fait. Genre, tu sais, je suis pas né pour travailler et moi j'ai plus un aspect, j'ai envie de vivre, j'ai envie de kiffer, j'ai envie de voyager, j'ai envie de vivre des expériences, j'ai envie de faire des choses, tu vois. Et le voyage m'a vraiment fait comprendre ça sur moi-même. Et j'ai surtout rencontré des personnes qui menaient ce genre de lifestyle aussi, qui parfois avaient bossé aussi pendant longtemps et qui aujourd'hui faisaient assez d'argent pour pouvoir profiter de la vie tout en travaillant un petit peu moins. Donc ça m'a ouvert des portes, des perspectives, tu vois, ça m'a permis de me rendre compte de certaines choses, de certains modes de vie, on va dire, tu vois, et de comprendre ce vers quoi moi j'ai envie de tendre, tu vois. Parce qu'avant de partir, j'étais vraiment dans une mentalité, je veux bosser tout le temps, j'adore ça, etc. Et quand je suis revenu, j'adore bosser, hein, c'est pas enfin, moi vraiment l'entrepreneuriat, je le vois pas comme un travail, je le vois vraiment comme faire grandir mon propre projet, et c'est presque un passe-temps, quoi. Donc j'adore Ouais. ça. Mais depuis que je suis revenu, je suis vraiment en mode, j'ai envie de construire un lifestyle business, tu vois. J'ai pas envie de construire un business qui va me prendre toutes mes journées de 7h à 19h tous les jours. À la fin de la journée, je suis cuit, etc. J'ai plus de temps pour personne. Je sais que c'est une phase par laquelle je suis en train de passer actuellement et il faut que j'y passe. Mais à terme, je veux me construire un lifestyle business, un business qui a des clients, pas forcément beaucoup, tu vois, mais juste assez pour avoir un chiffre d'affaires qui est intéressant, qui me permet de me rémunérer correctement, qui me permet de satisfaire mes clients, qui me permet de bien rémunérer les gens avec lesquels je travaille et de rester sur ce niveau de vie-là, tu vois. Je n'ai pas envie de créer un business à je ne sais pas combien de millions par an, ça ne m'intéresse pas. Je pense que c'est des galères que je n'ai pas envie d'avoir. Mais tu vois, je pense que travailler quelques heures par jour. J'y suis pas encore une fois, je dis ça avec Ouais. des pincettes parce que je veux pas que je fasse le mec nomade digital qui travaille 2 heures au bord de sa piscine et après qui fout plus rien. Non, je pense vraiment que là, je suis dans une phase où je travaille beaucoup, mais je travaille beaucoup pour justement construire une équipe, construire des process, construire quelque chose, construire une entreprise, tu vois, qui derrière va me permettre de peut-être travailler un petit peu moins, mais de continuer à avoir des clients satisfaits, etc. Et de gagner assez d'argent pour pouvoir vivre tranquillement. Donc, ouais, il y a eu un petit shift mentalement quand je suis parti et VS quand je suis revenu. Mais je suis toujours pas tombé dans ouais, je travaille 2 heures par jour depuis mon PC, je fais des pubs sur Meta où derrière il y a ma piscine et la plage en même temps, tu vois, les trucs comme ça. Non, ça m'intéresse pas du tout. Je pense vraiment que les gens qui font ça, je pense, j'ai rencontré des gens qui le font et pour qui font de l'argent quand même, tu vois. Mais il y a quand même pas mal de bullshitters, il faut faire attention à ça. Ah ouais, ça c'est sûr. Bon, ça, je pense que je te l'apprends pas, tu Non, malheureusement non. vois. Ouais, c'est clair. En fait, je te posais aussi cette question parce que j'avais une idée derrière la tête, c'est que moi j'ai vu l'avant-voyage, le Ouais, pendant-voyage et ouais, l'après-voyage. Parce que du coup, l'avant-voyage, c'était au sein de Traction. ouais. Et que tu étais vraiment là, comme tu le dis, donc je te le confirme en mode en fait, je vais m'arracher la tronche dans le boulot et c'est tout. Il y a eu le pendant quand au début tu cherchais à avoir potentiellement quelqu'un pour être un peu en mode sparring et où du coup, comme je te disais à la fin, à mon sens, tu avais quand même un peu toutes les réponses déjà. Mais avec plaisir, ça aurait été de bosser ensemble. Et il y a eu l'après de ouais, effectivement, j'ai les bonnes réponses, je vois comment avancer, avec qui avancer. Donc c'est assez fun aussi. C'est pour ça que je voulais dire ça après, pour voir un peu toi comment tu l'avais vécu et moi d'un point de vue extérieur un peu comment j'avais vu la chose. Mais c'est vrai que c'était assez fun, tu vois, de voir l'évolution aussi, vu qu'après je me souviens, je t'avais relancé en me disant bon bah du coup tu es toujours dans une logique de sparring ou est-ce que c'est bon,
es aligné avec ce qu'on s'était dit qu'en fait, tu as besoin de personne. Et où du coup, C'est tu ça. me dis, bah, en fait, j'ai parlé avec plein de gens, effectivement, j'ai besoin de personne, je sais où aller, maintenant, faut juste que j'y aille, quoi. C'est ça, exactement, tu vois. Et bah, je suis en train d'y aller, hein. Franchement, tu vois, c'est pas si simple. Pour être très honnête, c'est l'entrepreneuriat, tu vois. Mm. Ça reste des hauts et des bas. Tu as des périodes où ça va mieux, des périodes où ça va moins bien. Mais c'est le jeu. Et en vrai, je pense faut l'accepter. Il faut avoir des épaules assez solides pour pouvoir l'encaisser. Je pense que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Et ça, c'est encore une fois pas à toi que je vais l'apprendre. Parce que, vu ton expérience, je pense que tu le sais très bien. Mais c'est kiffant quand même. Mais c'est kiffant d'entreprendre. Ouais, J'adore ça, tu c'est vois. kiffant. Je pense que Ça, toi je aussi. suis bien d'accord. Ouais, je suis bien d'accord. Et je reviens sur un point qui est hyper important parce que je le dis toujours, j'en ai parlé aussi dans ma newsletter, la journal de bord, Ouais, en disant, c'est pas tout le monde qui peut être entrepreneur, c'est encore moins tout le monde qui peut être multipreneur. Et je trouve ouais, que c'est hyper important en fait de le dire parce qu'on est dans une phase encore plus là depuis début 2026, je me dis mais les gens ils commencent un peu à me casser la tête de dire c'est facile, on fait des millions tous les mois, on ouais. travaille pas et puis en fait si tu veux faire 6 boîtes en même temps, fais 6 boîtes en même temps. Et je trouve que ce qui est dommage, c'est que tu prends ça, t'additionnes avec l'IA est magique et tu crées des espèces de rêves sur la nouvelle génération pour Non, dire c'est ça. ouais, ouais, non, mais t'inquiète, c'est facile, faut faire aucun effort. Tu y vas, tu claques des doigts, tu poses une question à Gemini qui va en poser une à Claude qui va demander à Perplexity de faire quelque chose et puis tu as ton outil qui est en ligne. Et Ouais, c'est pour ça que je trouve que c'est hyper important, tu vois. Enfin, on s'en est pas parlé avant, mais tu l'as dit du coup tout seul et je trouve ça cool. C'est-à-dire, en fait, c'est pas facile. On est tous les deux pareils, on aime notre vie, on est workaholic et je pense qu'on se bat contre ça pour justement avoir un bel équilibre avec aussi notre famille, nos hobbies à côté. Euh, mais c'est important de le dire, c'est pas donné à tout le monde et c'est pas se la péter de dire ça. C'est là où je veux en ouais, venir. Tu vois, c'est pas genre non, mais moi je peux être entrepreneur, toi pas forcément. C'est pas ça. C'est que moi, par exemple, je dis je ne peux pas avoir un seul projet et être dans un CDI. C'est viscéralement, je peux pas. Je pète un câble si je fais ça et tous les 6 mois, j'ai envie de tout exploser. Donc, c'est d'échanger, aussi ouais. une compétence de se deep focus sur un seul boulot ou sur une seule société. Et c'est respectable aussi, quoi. C'est pas juste la réussite, c'est être multipreneur avec, comme tu dis, piscine et palmier derrière et puis se dire il y a l'argent qui coule tout seul, quoi. Non, mais complètement. Et je pense que sur ça, on est 100% aligné. Franchement, l'entrepreneuriat, c'est du travail. Tu vois, pour en revenir sur le fait qu'il y a des gens qui vendent un peu trop de rêves, je pense qu'il y a eu des périodes où moi, j'ai été bercé au e-commerce. C'est comme ça que j'ai grandi. J'ai mis les premiers pieds dans l'entrepreneuriat. Après, tu as eu toute la partie infopreneuriale qui est arrivée, qui est Ouais. encore là aujourd'hui, même e-com, tu vois. Mais je trouve que e-com, c'était très fort à l'époque, Yomi Denzel, etc. Mm. Il s'est un peu calmé parce que même lui est devenu infopreneur au final. Ouais. Donc voilà, tu as eu toute la vague infopreneuriale qui arrivait et qui vendait beaucoup de rêves et qui en vend encore aujourd'hui pour certains. Et là, tu as toute la vague d'IA, en fait, que je suis en train de voir arriver, notamment par LinkedIn, justement. Tu vois, tous les posts un peu lead magnet, Ah Claude ouais, Code est en train de révolutionner la prospection, c'est en train de tuer les CRM, les outils de prospection, je sais pas quoi. Et en fait, les gens ne se rendent pas compte que euh, c'est marketing, en fait. bah oui. La com, c'est du marketing et la com, c'est du paraître, tu vois. Les gens te disent ce qu'ils ont envie de te dire et ils te font voir ce qu'ils ont envie de te faire voir. C'est pas forcément ce qu'il y a derrière. Et c'est pas parce que quelqu'un te dit qu'il a fait 20 rendez-vous en 7 jours que toi, tu vas y arriver. Et 20 rendez-vous en 7 jours, je suis désolé, ceux qui disent ça, faut avoir fait de la prospection pour se rendre compte de ce que c'est 20 rendez-vous en 7 jours, hein. Soit Ouais. derrière, tu as une entreprise très solide avec des gens, il y a du monde, il y a de l'humain, il y a des ressources, etc. Et oui, tu peux y arriver. Mais si tu es le petit coach du coin qui vient de se lancer il y a 6 mois, les 20 rendez-vous en 7 jours, jamais tu y arrives, tu vois. C'est impossible. Donc en fait, il faut deux poids, deux mesures, tu vois. Il faut vraiment que les gens fassent attention à ce qu'ils voient et qu'ils arrivent à prendre un peu la température un petit peu de ce qu'ils arrivent à lire sur les réseaux sociaux pour se rendre compte que des fois, ce que les gens disent, c'est aberrant ou c'est Mm. juste hors sujet pour eux parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas les ressources humaines, technologiques ou quoi que ce soit, tu vois, pour aller vers ces résultats-là, tu vois. Donc, les réseaux sociaux, ouais, c'est un peu dangereux. Les gens vendent un peu ce qu'ils ont envie de vendre, donc il faut faire attention. Mais c'est le jeu, encore une fois, il faut faire avec. Ah bah oui, oui, clairement. Mais même là, tu vois, j'en parlais avec Bruno, là, enfin, c'est pareil, c'est un autre membre, où on commence à faire le suivi, on parle réseau et tout. Et il me dit, ouais, mais toi, tu peux pas critiquer ce système, t'es dedans. Donc du coup, je lui dis, mais Pourquoi? c'est-à-dire, tu vois, c'était intéressant en fait, tu vois, dans la Ouais, discussion, je m'attendais pas à ce qu'il me dise ça. Et puis après, on discute, et du coup, il me dit, ah oui, ok, puis il est allé voir mes posts et tout, il s'est dit, ok, en fait, il y a un peu une autre profondeur quand même, parce que tu parles aussi des choses qui sont pas forcément faciles.
que c'est pas tu claques des doigts et machin et tout. Et du coup, mais je lui ai dit, ouais, vu que j'emploie les codes de ce réseau, en fait, t'as pas lu mes posts. Tu t'es dit, ouais, vas-y, c'est un bullshitter, il est là, allez, grosse écriture, surlignée en bleu, machin et tout. Derrière, du coup, je me suis amusé, j'ai fait une image là, le thought leader LinkedIn qui tourne en rond. Mais c'est vrai que ce que je trouve dommage, c'est que chaque chose qui peut être bénéfique est pourrie, en Ouais. gros, par la flemme. Tu vois, parce que les lead magnets, par exemple, bah, là, moi, je vais pas le dire, hein, j'en ai fait deux. J'en ai fait un, c'était la traduction de tout le guide de prompting pardon, d'Anthropic en français, pour les gens qui parlent pas français. Je l'ai donné à tout le monde. Tu vois, il y en a des gens qui m'ont dit, ouais, c'est encore un lead magnet, machin et tout, qui promet des choses. Je dis, non, il y a écrit traduction du guide anthropique. C'est littéralement la Ouais. traduction Super. du guide anthropique. Ouais. J'ai les outils pour pouvoir le traduire. J'ai mis du temps dessus. Voilà, c'est tout. Il y en a un autre où ça avait été ça, tu l'avais vu, le sniper de profil, là. Tu vois, l'outil que j'avais commencé à développer. Ouais. Et ce que je trouve dommage, c'est que dans un monde merveilleux, entre guillemets, il y a un intérêt à ça. Tu vois, genre, toi, t'imagines, demain, tu fais un post pour dire, bah écoute, envoie-moi tes posts et je vais te dire en quoi la structure, elle est pas bonne, comment te poste. Bah, en fait, tu donnes de la valeur de fou aux gens. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi plein de gens qui vont dire envoie-moi post et je t'envoie un prompt pour dire que ta structure, elle est OK et que OpenClaw, tu claques des doigts et tu vas faire 10 000 euros par mois. Et du coup, tu arrives sur un truc où tu dis c'est con quand même. Parce qu'il y a une valeur potentielle sur ce process-là, sur cette logique-là. Tu vois, c'est pareil, ça me fait penser un gars que tu connais, là, Angel. Lui, il aurait vocation à être connu par plein de gens. Sauf que du coup, quand aujourd'hui il va y avoir une communication, bah, il parle de sa vie, mais tu as 10 autres mecs qui n'ont pas vécu sa vie, et du coup qui parlent pareil, et du coup il peut passer pour un gars qui fait du bullshit, alors que lui, c'est C'est ça. l'antithèse du bullshit. C'est ça. Et cet aspect-là, je trouve, il est un peu complexe. J'espère qu'à un moment, ça va un peu switcher quand même, qu'on aura un pourcentage de bullshit un peu moindre. Ce serait quand même sympa. Je pense qu'il y a des gens qui arrivent à faire de l'argent sur ce bullshit, donc, donc je pense qu'ils vont continuer à appuyer très Ouais, fort sur le bouton. Mais comme tu as dit, en fait, il y a vraiment des leviers à travailler. Et je pense que pour revenir juste à l'exemple du lead magnet, c'est super intéressant d'en faire. Je pense qu'il y a vraiment énormément de valeur à apporter. Et si tu joues le jeu du réseau social, bah forcément, oui, tu vas demander un commentaire pour recevoir la ressource parce que pour toutes les personnes qui écoutent et qui connaissent pas LinkedIn, bah, plus tu as de commentaires, plus l'algorithme pense que le post est bon, donc plus le post est poussé et montré à d'autres gens. Donc en fait, c'est un cercle vertueux, ce truc-là, tu vois. Sauf pour toutes les personnes qui te vendent de n'importe quoi et qui te demandent de mettre un commentaire juste pour faire du reach. Là, c'est ouais, nul. Mais encore une fois, tu vois, c'est pas parce qu'il y a des gens qui le font mal que toi, tu dois pas le faire du tout. Je pense que si les pratiques sont bonnes, bah, fais-les, mais fais-les bien. Et les bonnes personnes le verront au bout d'un moment, le karma se retournera ou je sais pas, il y aura un truc positif qui va tomber à un moment et ce sera que bénéfique. Mais c'est pas parce que il y a des personnes qui font mal certaines choses que toi, tu dois pas les faire non plus, tu vois. Je pense que bah, si on reprend l'exemple des lead magnets, c'est super puissant les lead magnets et il faut y aller, il faut le faire, tu vois. pas super intéressant. Je fais une mini virgule. J'ai écouté aujourd'hui l'album Karma de Big Flo et Oli. Je vais pas dire big up parce qu'ils tomberont jamais là-dessus et qu'ils en ont rien à foutre. Mais il est très bon. Et ça J'ai me pas permet écouté encore, d'aller. faut que j'y aille. Tu l'as pas écouté encore? Bah, tu vas voir, Pas encore, franchement, ouais. ils envoient du lourd. Ils ont fait un peu de chant aussi, un peu de rap Ok. boom bap à l'ancienne. Enfin, c'est vraiment quali. Et du coup, donc, on arrive sur retour de voyage, rebranding, Memory apparaît. Ouais. C'était aussi super intéressant d'avoir cette logique mentale. Comment est-ce que tu en es arrivé là? Ouais. Quelle est la next step vu que tu es enfin, je dis à fond, je sais pas, tu nous diras, mais sur aussi YouTube, sur le lancement, tu as passé les 100 abonnés, il me semble, là, récemment. Il y a pas Euh, longtemps, ouais. je me suis vachement retrouvé sur ce que tu as écrit parce que c'est ce que je dis aux gens que je coach à côté. Tu vois, tu dis, bah, 100 abonnés, c'est rien. Et après, tu dis, attends, 100 abonnés, en fait, c'est Ouais, cette salle. Tu dis, ouais, j'ai que 2000 personnes sur LinkedIn. Ouais, 2000 personnes, c'est un petit village. Imagine, ça veut dire que c'est tu parles, il clair. y a un petit village qui est devant chez toi, là, et qui est en train de regarder. Donc, comment est-ce que bah, tu as ton rebrand, ta memory qui sort de ta tête, et puis tu te dis, let's go, on va à fond sur le nouveau canal YouTube. Ouais, en gros, si tu veux, pour redonner même du contexte global à tout le monde, de base, la boîte s'appelait Kaboom Kitchen et on parle de rebrand parce que j'ai transformé Kaboom Kitchen en memory. Kaboom Kitchen, c'est le nom qui vient de mon associé Hugo.
Donc, c'est lui, du coup, qui avait trouvé le nom de la boîte au moment où on s'est associé, etc. Et en fait, on n'est plus associé aujourd'hui. Et ce qui fait qu'en fait, il y a plein de choses qui ont changé, etc. Au moment où il y a eu le rebranding, on l'était encore, mais il y a plein de choses qui ont changé, etc. Et en fait, moi, je lui avais dit, écoute, là, ce qu'on est en train de faire, ça ne correspond pas à mon ADN. Aujourd'hui, c'est moi vraiment qui gère la boîte. Je suis associé, j'ai été associé majoritaire sur la boîte. On s'était mis d'accord sur ça parce que bah, vraiment, je faisais tout sur le projet. Je lui ai dit, écoute, là, aujourd'hui, ça ne me correspond pas. J'ai envie de faire quelque chose qui me correspond un peu plus et voilà, de faire un truc qui rentre dans mon ADN à moi. Donc, voilà, je me suis beaucoup creusé la tête et sur plein de choses, etc. Et du coup, il y a eu cet épisode de rebranding. Le nom a switché, la mission a switché, tout le positionnement a switché. Et du coup, maintenant, la boîte, qui est une agence de personal branding spécialisée LinkedIn, s'appelle Memory. Pourquoi Memory? Parce qu'en fait, avec Memory, on crée des marques personnelles qui restent gravées dans la mémoire des gens. Si tu veux, aujourd'hui, tu as plein de gens qui créent du contenu sur les réseaux sociaux, mais tu vois leur contenu et tu t'arrêtes là, tu vois, dans le sens où si je t'en parle 10 minutes après, tu ne sauras pas me dire le prénom de la personne qui a écrit ce contenu-là, tu vois. Nous, Ouais. ce qu'on veut vraiment essayer, ce vers quoi on veut tendre, c'est du contenu. Quand les gens te lisent, en fait, ils s'en rappellent, tu vois. Et s'ils sont vraiment chauds, ils le partagent, ils l'enregistrent ou quoi au caisse, mais vraiment, ils s'en rappellent. Et c'est parce que les gens vont se rappeler de toi que le jour où ils auront un besoin, c'est à toi qu'ils vont penser et c'est toi qu'ils vont appeler pour résoudre leurs problèmes, tu vois. Parce que la plupart de nos clients, qu'est-ce qu'ils veulent au final? Bah, des clients pour eux-mêmes, forcément du business. Donc, le but, c'est ça, tu vois. Donc, le rebranding, il est arrivé de là. Le positionnement, il a changé vers ça maintenant. Donc, c'est vraiment ça qu'on essaye de faire. Et donc, ouais, en fait, tout simplement, tout a changé en ce sens. Et c'est lié justement au fait que, vu que c'était moi qui gérais la boîte, j'avais vraiment envie de reprendre les rênes et de faire quelque chose qui, dans mon ADN, allait vers là. Maintenant, YouTube, en fait, c'est vraiment plus arrivé d'une envie que j'avais de base, depuis le début de l'année 2025, ma chaîne YouTube a été lancée en octobre 2025 pour l'information, mais depuis le Ok. début 2025, j'ai envie de créer plus de contenu. Et ça, c'est plus lié à moi, ma personnalité, où j'avais envie de voilà, faire un peu plus de photos, faire un peu plus de vidéos, garder des souvenirs de mon voyage, ce genre de choses. Et en fait, vers la fin du voyage, parce que j'ai lancé ma chaîne YouTube peut-être 2 semaines avant de rentrer en France, tu vois, j'aurais vraiment pu faire l'influenceur lifestyle à Bali, Ouais. mais je ne l'ai pas fait. Et du coup, j'ai lancé la chaîne YouTube vraiment 2 semaines avant de rentrer en France en me disant, OK, je pense que là, on va rentrer. C'est le moment où je vais pouvoir me refocus business parce que bah, je serai chez moi, j'aurai un peu moins de distractions liées à la vie en Asie. Et du coup, bah, go, me focus sur YouTube. Et du coup, j'ai lancé la chaîne YouTube à ce moment-là en me disant, ce que je veux faire, c'est créer du contenu qui parle de mon parcours entrepreneurial, sans bullshit, sans déguisement, sans rien. Je voyage, je vous emmène. Je voyage pas, je vous emmène pas. Enfin, vous êtes avec moi, mais il y a nulle part où aller, quoi, tu vois. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai eu un premier mois assez cool le mois de novembre parce que j'ai beaucoup voyagé. Je suis parti, en fait, je venais de rentrer. Je suis parti voir ma soeur en Corse. Je suis parti voir un pote en Pologne. Donc, en fait, j'avais beaucoup de déplacements, donc c'était cool. Puis après, au mois de décembre, je suis rentré, c'était calme, j'étais à la maison. Pourtant, j'ai sorti une vidéo par semaine quand même, tu vois, dans laquelle je montre mon quotidien, je montre les outils que j'utilise, je montre les épreuves par lesquelles je passe, je montre vraiment tout. Et en fait, le but, c'était ça. Et ça, j'ai été beaucoup inspiré par un mec qui s'appelle Marvin Sandrines. C'est un mec qui a une agence aussi de personal branding. Donc, vraiment, on est dans le même milieu, tous les deux. Ouais. Et il a une chaîne YouTube dans laquelle il documente aussi son parcours entrepreneurial. Donc, lui, je l'ai découvert grâce à un pote. Et en fait, de par ça, j'ai découvert plein d'autres gens qui faisaient ce type de vidéos-là, tu vois, et j'ai trouvé ça trop cool. Donc, je me suis dit, bah, go faire la même chose. Donc, en fait, c'est vraiment arrivé de là. Et je me suis dit, bon, bah, go pousser le truc jusqu'au bout. Donc, sur toute la fin de l'année 2025, j'ai fait que des vidéos YouTube une par semaine. Et là, je réfléchis sur des vlogs plus. Et là, je réfléchis plus à avoir ce côté un peu plus business. Ou maintenant, je fais des vidéos aussi un petit peu plus techniques où je parle de LinkedIn, ce genre de choses, pour peut-être intéresser un peu plus mon audience et, comme je te le disais tout à l'heure, continuer à gagner en crédibilité sur mon domaine d'expertise, tu vois. Donc, continuer voilà, à faire ce genre de preuves sociales, avoir ce genre de preuves sociales, pardon. Et voilà, donc au début, YouTube, c'était vraiment, entre guillemets, un jeu, même si elle est toujours un petit peu, où voilà, je testais les trucs. Et là, je suis de plus en plus en train de le switcher et de le réfléchir business, voir si ça peut pas m'apporter des leads, pourquoi pas. Ça pourrait être super intéressant. Et ça porte ses fruits tout doucement. Tu vois, j'ai eu un mec, la seule chose qui m'est arrivée depuis le début de la chaîne YouTube, comme quoi ça prend du temps. J'ai eu un mec qui me suit depuis longtemps, je ne savais même pas qu'il me suivait. Un jour, il Ouais. m'envoie un message sur LinkedIn, il me dit, ouais, je regarde tes vidéos YouTube et tout. Il me parle d'un détail d'une vidéo que j'avais publiée il y a je ne sais pas combien de semaines. Je me dis, ah ouais, putain, quand même, il est vraiment présent. Il me dit, ouais, j'aimerais beaucoup bosser avec toi chez Memory. En ce moment, je cherche un job. Ça te dirait qu'on échange. Forcément, j'ai pris le call, tu vois.
en échangeant, je me suis rendu compte que c'était pas forcément le type de profil que je recherchais pour mon agence. Mais comme quoi, je me suis dit, waouh, tu vois, il y a vraiment des gens qui regardent mes vidéos, qui les apprécient aussi, mine de rien, et qui derrière ont envie potentiellement de bosser avec moi. Donc, je trouve ça vraiment cool. Et du coup, je vais continuer YouTube. Je vais voir où cette aventure va me mener. Franchement, j'en sais rien. Mais voilà, je vais continuer à pousser ça. Franchement, c'est cool. C'est pas très énergivore, tu vois. J'ai ma caméra, elle est tout le temps à côté de moi. Là, elle est là, tu vois. Donc, je filme des moments de ma vie. Je suis en train de bosser, j'ai des choses à dire, j'en parle. Et puis derrière, le montage fait la magie et vous avez les vidéos que vous pouvez voir, quoi, du coup. Ok. Ouais, tu vois, c'est un truc que j'ai pas encore réussi, moi, à m'y mettre. Enfin, déjà, tu vois, le podcast, ça fait peut-être 4 ans ou 5 ans que j'en parlais. Ouais, Donc, au moins, j'ai réussi à le ça s'est fait le lancer. pas. Et voilà, et puis c'est cool parce qu'en fait, peut-être qu'il y a 5 ans, en fait, j'aurais pas eu autant de personnes qui voulaient passer ou que moi je contacte et qui sont en mode vas-y, Mm. on le fait. Euh, Même, je suis quasiment sûr qu'il y a 5 ans, ça aurait pas été aussi simple. Là, du coup, je sais plus, il y a 8 ou 9 personnes d'avance, donc ça, c'est cool. Et tu vois, j'ai pas encore ce réflexe, comme tu dis, le tact à la caméra à côté. Où moi, je me dis, je suis tellement dans un rush, tu vois, à voir. Là, je regarde sur mon agenda, sur l'agenda que j'ai sur les autres écrans. Ouais, je dois être à 8 9 rendez-vous, tu vois, par jour. Et Ok, en fait, ouais, j'enchaîne. je me dis, j'ai du mal à concevoir, tu vois, dans cet organisme-là, un temps que je prends pour pouvoir discuter, faire un topo. Alors que moi, tu vois, c'est Justin Buisson qui m'inspire beaucoup quand il fait ses vidéos de 1 mois de freelance avec moi ou des trucs comme ça. Ok, ouais, Et en fait, tu le vois, il en parle, il dit, bon, lui, le mec, il est motion designer, etc. Donc, tu vois qu'il a l'œil, tu vois, pour que le montage, il soit vraiment ouais, canon, mais sans penser à aller à l'objectif de ce que lui fait. Juste, en fait, il s'enregistre, tu vois, avec un 3/4 sur le côté parce qu'il est en train de parler à un client et du coup, il monte pas tout parce qu'il y a d'autres choses. Et puis après, il fait un petit facecam. Et quand je me projette, je me dis, en fait, je pourrais le faire, mais je le fais pas, tu vois. Mais c'est ouais. vraiment le truc de dire, ouais, mais il faut y penser, en fait. Donc, Mhm. parce que toi, tu dis, tu as la caméra tout le temps à côté, mais Ouais. ça a été quelque chose qui a mis combien de temps, entre guillemets, tu vois, pour te dire, j'ai fait ça, tac, ou je vais faire ça, et ça peut être intéressant en vidéo, ou alors tu t'es dit, je vais essayer de me filmer toute la journée, et puis après, je verrai ce que je fais. En fait, moi, mon point le plus important, enfin, le point principal qui fait que j'arrive à filmer aussi facilement, c'est que vraiment, j'ai tout le temps la caméra avec moi. Mais quand je te dis tout le temps, c'est vraiment tout le temps. Ok, Et au début, je me forçais presque à l'avoir avec moi, en mode, en fait, il se passe un truc, je l'ai. Je peux dégainer, ça va vite, tu vois. C'est facile, etc. Euh, donc là, maintenant, c'est devenu un réflexe. En fait, je réfléchis même plus. Chaque fois que je sors, ça dépend de ce que je fais, hein. Si je vais faire des courses, je vais pas emmener ma caméra. ouais. C'est pas mon contenu, je ramène pas, tu vois. Mais si, je sais pas, je change de ville pour aller à un événement, bah oui, j'emmène ma caméra, tu vois. Enfin, ça devient presque un réflexe. Euh, Au début, du coup, je l'emmenais vraiment partout, un peu en mode je me force à le faire. Maintenant, c'est normal, pour moi en tout cas. Et j'ai appris en faisant, tu vois. Et en Ok, regardant aussi d'autres vidéos. J'ai vu un mec qui a fait un plan avec une caméra qui était posée au-dessus de lui. Il y avait un plan un peu en plongée. J'ai trouvé ça stylé. Je me suis dit, bah vas-y, moi aussi, je peux le tester, tu vois. Mais je me force pas à le faire. C'est-à-dire que si je me retrouve à un endroit où ça se prête à avoir une caméra posée là-haut, genre il y a une étagère, je peux la poser, je veux le faire. Mais s'il n'y a pas d'étagère, je ne vais pas me faire chier à trouver l'endroit dans ok, l'appartement ouais, où je il y a une vois, ouais. étagère où je puisse poser la caméra. En fait, je réfléchis pas vraiment mes plans, tu vois. C'est vraiment, là, je suis posé, on parle, ben, je posais la caméra, comme tu as dit, en 3/4, je le fais aussi très bien, et du coup, boum, ça enregistre un petit peu de ce que je suis en train de dire, etc. Il y a des moments où c'est des personnes qui savent que je fais des vidéos, ben, je prends ma caméra, je l'allume, et en fait, je montre typiquement la personne que je filme Ouais, ouais. à la caméra, tu vois. Puis des fois, c'est juste, je prends la caméra, je me filme moi, je regarde la caméra, et je parle à la caméra. Et tu vois, ces moments où je parle à la caméra, ça dure jamais très longtemps, sauf quand j'ai beaucoup de choses à dire, mais en moyenne, ça dure max 5 minutes, tu vois. Hmm. Donc en fait, tu as un truc qui passe par la tête, une idée, je prends la cam, boum, je l'allume, je dis ce que j'ai à dire à la caméra, et derrière, je la coupe, et après, derrière, c'est le montage qui fait son travail. D'ailleurs, moi, le montage, c'est pas moi qui le fais, parce que moi, je suis pas du tout dans ce milieu-là. J'ai fait les premiers montages de mes vlogs, horrible, c'était super long, enfin, horrible. J'ai apprécié l'expérience, mais c'était vraiment très, très long. Ça m'a pris vraiment presque 10 heures, je pense, à le faire. Et je me Ah suis ouais, dit, putain. non, plus jamais, tu vois, pour une vidéo de 30 minutes, hein, je me suis dit, plus Ouais, jamais je fais ça. Donc, franchement, beaucoup trop long. Du coup, maintenant, j'ai un monteur qui le fait à ma place et du coup, qui me fait gagner beaucoup de temps. Donc maintenant, c'est vraiment juste, je prends ma cam, je me filme, j'envoie tous les rushs, je me prends plus la tête. Et derrière, je reçois un truc qui est propre, qui est bien monté, enfin, pour moi en tout cas, qui est bien monté et qui me plaît et je le publie, tu vois, c'est tout. ok. Ouais, c'est cool. On voit un peu l'évolution.
ça va être un big up à ton monteur, hein, du coup. Mais, Ouais. on voit quand même l'évolution. Mais tu as répondu à une question future que j'allais avoir. J'allais te dire, mais du coup, tu as pris des skills en montage, enfin, entre l'une ou l'autre, ou est-ce que tu avais un monteur? Mais tu vois, ça c'est Ouais. pareil, pour moi, c'est un sujet. Je me dis, mais quand est-ce que j'aurai le temps de faire le montage? Alors que moi, j'ai envie de le faire, tu vois. Tu me dis 10 Ok, heures, ouais, ouais. ouais, je pense que ça ferait 10 heures, mais ce serait chiant. Mais moi, j'aurais Tu les as envie, pas? mais je les ai pas du tout. Eh ben oui, ouais, je sais. Tu me dis que tu fais 8 et 9 kilos par jour, bien sûr que tu les as pas. Mais c'est vrai que tu vois, c'est des trucs. Mon kiff, tu vois, par exemple, c'est ce podcast. Tu vois, je me Ouais. suis dit, je me force à me dire, je réfléchirai à une logique héroïste en septembre 2026. Ok. Tu vois, et avant ça, en fait, je veux juste prendre du kiff et Lui, du coup. discuter et me dire, bah, en fait, à minima, bah, c'est 2 heures, 2 heures et demie de temps où je suis pas en train de bosser. Je suis ni dans le run ni dans le build. Je suis juste en train de discuter avec des gens que j'apprécie et Ouais. on parle et puis basta, tu vois. Mais c'est vrai que déjà, tu seras la troisième vidéo YouTube, je crois, du podcast, il me semble. Parce que les autres Ok. avant, j'avais pas fait des bons enregistrements. Ok. Donc là, ce sera le cas. Et rien que ça a été compliqué pour moi de me dire, je le prends tel quel et je le mets, tu vois, sur YouTube pour dire non, c'est bon, c'est un podcast vidéo terminé. Au début, T'es je me peut-être un peu euh, perfectionniste. ah ouais, au début, je me suis dit, ah, Ouais. attends, vas-y, quand il dit ça, je me rappelle, là, il a parlé de ça, j'aimerais bien faire un truc, il a parlé du Sri Lanka de machin, je vais mettre des images, paf, 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 les villes et tout. Ouais. Je me suis dit, bah non, parce qu'en fait, si je réfléchis comme ça, je le ferai pas. Non, Donc, tu c'est t'en pas sortiras grave, jamais, ça prend trop de temps. je, je le poste tel quel, et puis je le mets, je vais même pas voir, tu vois, les résultats ou quoi, je me dis, bon, vas-y, c'est posté. Je sais que c'est intéressant, qu'il y a des gens qui préfèrent voir que juste d'entendre. Hein, donc, bah, j'ai envie de dire, Inch'Allah, les gens ils vont aller dessus et puis ça se passera bien. Et puis, Franchement, pardon, excuse-moi, je te coupe, j'allais dire, vas-y, brut, hein, publie, 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 et les gens vont s'attacher à ton contenu à force que tu publies, et ils vont s'identifier. Et vidéos mal faites, brutes, parfaites, ou quoi que ce soit. Franchement, il y a des gens qui s'en foutent, très honnêtement, tu vois. Nous, on s'attache à ce genre de choses, mais en vrai, il y a plein de gens qui ouais, n'ont rien à foutre. Tu vois, juste, ils sont intéressés, ok, c'est un podcast. Moi, les podcasts vidéo ultra tournés, mais en fait, à partir du moment où je sais que c'est un podcast, je le regarde même pas, tu vois. En fait, je l'écoute pendant que je fais autre chose. Comme ça, je me dis, je sais pas, je cuisine, je suis au volant, c'est ça passe sur ma radio, je fais autre chose, tu vois. Et j'écoute, parce qu'en fait, toute la valeur pour moi, elle est auditive, elle n'est pas visuelle. ouais, Regardez qu'il y a un décor super beau avec des super lights, je m'en fous, tu vois. Moi, ce que je veux savoir, c'est ce que vous avez dit, de quoi vous avez parlé. Donc, tu vois, sur du podcast, typiquement, bah, moi, je fais partie des gens qui s'en foutent du visuel, tu vois. Tant qu'il y a des choses intéressantes à écouter, bah, moi, je suis là pour écouter, et que ce soit beau ou pas, c'est pas grave. ouais. Bah écoute, là-dessus, je fais partie de la même team. Mais tu vois, j'ai eu des questions déjà sur bah, les skates que j'ai derrière ou Ouais, le ouais, tableau. Alors que moi, je me rappelais plus qu'il était derrière parce que c'est juste mon poste de travail, tu vois. Et je me suis dit, OK, il y a quand même des gens qui vont se dire, tiens, on se projette, on a envie de savoir la personne, elle ressemble à quoi, c'est quoi ses mimiques, Mm. quel est le casque qu'il y a sur les oreilles, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Donc c'est vrai que j'ai vu ça. Bah, c'est là où, tu vois, j'ai modifié du coup le placement des photos de ma fille parce que je veux pas qu'elle se retrouve sur Oui. Internet. Donc du coup, Ouais. j'ai vu qu'elle était dans le cadre, donc hop, je l'ai mis plus bas. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est des trucs où c'est intéressant. Le conseil, je le prends, mais avec grand plaisir. Comme tu dis, c'est en fait publier, 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 et C'est ça, hein. puis juste tu fais ce que tu as envie. Bon, sur LinkedIn, je vais pas te dire le contraire, je fais pas 100% de ce que j'ai envie. J'ai une certaine ligne édito qui peut peut-être changer, mais sur le reste, j'essaie quand même de m'amuser, quoi. Ouais, Après, mais bon, t'as raison. sur TikTok, pareil, dis-toi, ça va te faire rire, hein, mais j'ai publié mon premier, tu vois, TikTok un peu en mode entrepreneurial, genre vidéo accélérée de moi qui travaille ou quoi. Et je me suis dit, bah, en fait, ça me fait kiffer. Tu vois, c'est Ah ouais? con, ça a pris 20 secondes, mais je me suis dit, ouais, j'aime bien. Ouais, Faut pas voilà. s'arrêter, quoi. Donc, go publier, tu vois. À partir du moment où tu aimes ce que tu fais, publie-le, en fait. Moi, j'ai vraiment eu vachement ce truc de, je sais pas si on peut appeler ça syndrome de l'imposteur, où je me disais, ouais, je vais pas le publier parce que je sais pas si ça va plaire aux autres. En fait, non, j'en ai plus rien à foutre. Genre, vraiment, tant que ça me plaît à moi, je publie. Tu vois, ce matin, j'ai fait un post sur, d'habitude, je parle que de marketing, personal branding, etc., parce que c'est ma niche. Mais ce matin, j'ai fait un post sur, bah, il est là, lui. J'ai lu ce livre, L'Almanach, on va peut-être pas avec le flou, de Naval Ravikant. Ouais, Voilà. Super intéressant. Et il y avait un passage sur trouver son bonheur dans l'acceptation. Trouver le bonheur dans l'acceptation, sur le fait d'accepter la vie, enfin, ce qui t'arrive, les situations, etc. Je trouvais ça super intéressant. J'ai fait un post LinkedIn dessus. Ça sort complètement du scope de ce dont j'ai l'habitude de parler. Je m'en fous, tu vois. Genre, vraiment, j'avais envie d'en parler, j'en parle. Et j'avais envie d'en parler publiquement. Bah, je me dis, peut-être que ça touchera des gens, peut-être pas. mhm. Et on verra bien, tu vois, l'avenir.
On verra ce que l'avenir nous réserve. Et encore une fois, il y a des choses que tu peux contrôler, des choses que tu peux pas contrôler, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Autant faire un focus sur ce que tu peux contrôler, et c'est tout, quoi. Et pas se prendre plus la tête que ça au final. Ouais. Ouais, bah, carrément. Bah, un exemple qui va totalement dans ton sens, le journal de bord là, que je fais sur Substack, Ouais. je le fais vachement décorrélé de genre le métier, le machin, etc. Juste, je me livre en gros sur certains sujets. Et là, bah, du coup, j'ai eu là, 33 ans le 7 mars et je fais hashtag 33 et j'explique aussi le parcours que bah, la première mentor que j'ai eue, elle est décédée l'année où elle m'a mentoré parce qu'elle s'est suicidée. Enfin, tu vois que du coup, j'ai eu du mal après à redonner confiance à quelqu'un d'autre que moi-même. Mm. De là, il y a Robin, avec qui bah, sûrement on va taffer, qui lit ça. Mais ça fait, je sais pas moi, peut-être 8 mois ou un an, tu vois, qu'il lit mes posts LinkedIn, il me connaît, on a déjà discuté. Et il lit ça, qui a rien à voir du coup avec tout ce qu'il dit d'habitude. Et du coup, il m'envoie un message et me dit franchement, j'ai lu ça, il faut qu'on s'appelle. Là, il y a un truc à faire et tout. Et Tu vois? je me suis dit, bah ouais, c'est juste. Là, ça sortait, j'avais envie de parler de ça et que ce soit le canal pour le faire. Mais j'ai pas encore pris, tu vois, ce que toi, là, tu décris sur LinkedIn. Tu vois, même pour te dire, là, je suis en train de faire un challenge avec James Inbound. Bon, j'ai pas un pourcentage pour dire ça, donc j'appellerai Cédric peut-être pour lui dire moi un pourcentage, je viens de parler de toi. Mais du coup, il lance un challenge LinkedIn et moi, j'ai 2 mois de contenu d'avance sur LinkedIn. Ok. Et Ouais. du coup, je me retrouve, tu vois, où je suis en mode, ces challenges, ils sont trop cool, mais ça sort totalement de la ligne édito que moi je fais. Genre là, il en avait un, c'était raconte un cas client comme si c'était un teaser de film. Donc, Ok. j'ai raconté la convention de tatouage que j'ai eue, où il y a eu bah, du biker, de récupérer de l'argent, des hôtels saccagés, mais aussi des gros concerts, 18 000 personnes en 2 jours. Enfin, tu vois, t'avais un sujet. Et du coup, je ne l'ai pas posté. Tu vois, je l'ai posté Ok. sur un autre canal parce que j'étais en mode, ah, je me sens pas libre à ce point, tu vois. Alors, j'ai mon truc à côté. Les gens ils me disent, OK, Emric, c'est Sniper Strat, il parle entrepreneurial, produit, machin. Et d'un coup, il va nous parler d'un cas client sur du tatouage. Ça Et change. ouais, mais voilà, tu vois, je me suis dit, je ressens pas encore cette liberté de me dire, bah, je prends le post que j'avais programmé là, je le mets dans 2 mois et demi parce que j'ai 2 mois et demi de contenu et je poste ce que j'ai envie de poster, quoi. Ouais. Bah, ouais, je sais pas, chacun voit un peu les choses comme il a envie de les voir et c'est pas forcément facile pour tout le monde d'être aussi ouvert sur plein de sujets. Mais tu vois, si on prend l'exemple, moi, typiquement, c'est facile de le faire sur LinkedIn et je fais des YouTube Shorts, tu vois. Mais les YouTube Ouais, Shorts que je fais, je sais pas pourquoi, j'ai pas créé de compte Insta ni TikTok pour l'instant. Alors qu'en vrai, ça pourrait être juste la duplication de contenu, tu vois. ouais, Mais je sais pas, je suis pas à l'aise avec ces réseaux-là, du coup, j'y vais pas. Et peut-être que c'est une fausse excuse, j'en sais rien. ouais. Mais tu vois, c'est comme ça, j'ai envie de te dire, tu vois. Donc, peut-être qu'un jour, j'irai sur Insta, TikTok. Peut-être pas, je sais pas. Aujourd'hui, je suis là et je fais ce qui me plaît et c'est cool, donc je me prends pas la tête, donc je continue à le faire. Ah ouais, bah t'as raison. Et puis après, ça peut partir en live vite, hein. Tu, C'est ça, euh, hein. tu regarderas, il y a un podcast où tu as Sabrina qui dit la Chine nous a B, pour pas que j'ai encore à le couper. Et en fait, elle explique tout le concept autour de ça, sauf que du coup, c'est un petit morceau, Ouais, vu que je génère après, tu vois, les shorts automatiquement, qui est balancé sur TikTok. Et il y a eu, je sais pas, 60 ou 70 commentaires en mode ah, c'est inadmissible, vous prenez pour qui, machin et tout. Et elle, du coup, au début, elle me dit ouais, il faut répondre. Donc bon, je dis oui, peut-être qu'un jour on répondra, mais après, les gens, ils ont oublié déjà. C'est c'est juste, ça, en ils ont fait. vu C'est passer ça et ils se sont excités sur le moment, quoi. exactement. C'est trop rapide. Les gens, 5 minutes après, sont oubliés, en vrai. Ah ouais. Ils se rappellent même pas du nom de ta page, tu vois. Donc, Ouais, pour bah te oui, dire à oui, quel c'est point ça. ils s'en foutent, quoi. C'est fou. C'est fou. Ils vont, tu sais, dans les TikTok, qu'est-ce que j'ai aimé? Ah, j'ai oublié de mettre j'aime, merde, du coup, C'est ça, je vais hein. pas retrouver. Ouais, c'est ça exactement. Ouais, mais c'est quand même des trucs qui sont assez fous. Et du coup, la question qui tue, est-ce que tu as la next step dans ta tête de où est-ce que tu veux amener Memory et où est-ce que tu veux t'amener toi en termes de création de contenu? Ou est-ce que tu es un peu en mode, tu es en train de le construire, mais tu sais pas encore, t'as pas encore la vision, entre guillemets. Ouais, sur la création de contenu, c'est assez freestyle parce que YouTube, tu vois, le but premier de ma chaîne YouTube, c'était de documenter mon aventure entrepreneuriale pour qu'un jour je puisse faire un genre de méga film et me dire putain, j'étais là à ce moment-là, c'est ouf, tu vois. En espérant qu'il y ait une évolution positive, bien sûr. Ouais. Sinon, c'est moins drôle. Mais ça fera quand même une belle histoire à raconter. Euh, LinkedIn, c'est purement business. Vraiment, j'écris sur LinkedIn. Ouais, franchement, ce que je vais te dire là, je le dis qu'aux personnes à qui je parle en vrai, je le crie pas sur tous les toits sur LinkedIn.
Le jour où moi, je suis plus dans le business, LinkedIn, je disparais. Je désinstalle, je sors de ce truc-là, je sors de là, je disparais. C'est vraiment purement un business. Donc, je le fais pour le biz. Euh, et si on parle de memory, bah, comme je te l'ai dit tout à l'heure, en fait, moi, c'est d'avoir un lifestyle business. Franchement, si on doit parler chiffres, je pense que si j'atteins les 40, 50 000 euros de chiffre d'affaires par mois, j'en suis loin, hein. Très honnêtement, je ne suis pas du tout et je pense que ça va être énormément de travail. Mais si j'arrive à arriver à ce niveau-là, je pense que je serai quand même correct d'un point de vue vie, etc. Il y aura assez d'argent de marge notamment qui sera engrangé pour que moi je puisse vivre une vie très 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 correcte et bah, juste vivre la vie que j'ai envie de mener, tu vois. Mais aussi avoir des gens que je paye bien, des clients qui sont satisfaits, etc., sans que j'en ai énormément non plus, parce que forcément, moi, mon service il coûte plusieurs milliers d'euros par mois. Et donc, du coup, ça réduit le nombre de clients dont tu as besoin pour atteindre ces chiffres-là. Ouais. Mais pour aller les chercher, c'est une autre galère, évidemment, parce que c'est plus cher. Mais bref. Ouais, c'est un peu ma cible, tu vois. C'est vraiment là que j'ai envie d'aller. Donc, le next step, c'est quoi? C'est continuer à créer beaucoup de contenu, me faire plus, voir, donc avoir plus de visibilité, sans flinguer ma crédibilité non plus. Le but, c'est pas de faire du putaclic pour faire du putaclic pour faire des vues, ça, je m'en fous. Le but, c'est vraiment de faire des vues qui soient crédibles et qualifiées et qui me rendent légitime sur mon domaine, tu vois. Donc, c'est vraiment ça l'objectif, in fine. Et dès que j'arriverai à ce niveau-là, je sais pas, on verra où est-ce que tout ça me mènera. Pour l'instant, j'en suis là où j'en suis et je suis tranquillement sur le chemin pour en arriver là. Donc, on verra où ça nous mène. Ok, bon, bah, très cool. Donc, si je projette à l'année une vision de 4 millions de chiffre d'affaires. Ah non, 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 j'ai dit 50 000 max par mois, ça fait 600 000 à l'année. Je sais pas comment tu as Ok. calculé les 4 millions, mais non, non, je suis beaucoup plus bas. Je Oui, suis oui, c'est beaucoup plus vrai. bas. Ouais, je suis en train de me dire, effectivement, je sais pas comment est-ce que je l'ai calculé. Non, non, je suis Ouais, beaucoup en plus fait, bas. Je te dis, moi, le million de dollars business, ça m'intéresse pas du tout. Je pense que c'est trop de galères que j'ai pas envie d'avoir, tu vois. ouais. Mais tu sais, tu as cette théorie aussi du nombre d'employés que tu as, où tu dis, tu es à 4-5, normalement, ça se passe bien. Enfin, déjà, tu es seul, Ouais, ça se passe bien. T'es deux, ça se passe toujours bien. T'es trois, merde, du coup, t'as plus, enfin, t'as plus la majorité. Et après, tu as le 5, le 20, le 50 et le 100. ouais. Et c'est vrai que pour l'instant, j'ai croisé personne qui m'a prouvé le contraire, tu vois. Le dépasser les 20, bah, c'est une galère Ouais, monstre. Quand tu c'est dépasses un les 20, chaos, le va truc. vite à 50, quoi. Ouais, c'est ça, hein. En fait, c'est ça, hein. C'est c'est assez ouf. J'ai jamais Non, entendu mais parler d'un truc comme ça qui parlait d'une genre de vallée de la mort des employés. Et je crois que tu as raison, c'était le truc que j'ai. Je sais plus exactement le chiffre, mais je crois que c'était à partir de je sais plus combien jusqu'à 50, c'était la merde. Genre ouais, vraiment, il fallait c'est le acheter à la 20-50. Normalement, C'est c'est le ça, ouais. 20-50 où du coup, tu te dis, bon, bah, c'est bon, je suis installé, c'est bon, ça y va. Et en fait, tous les mois, tu as l'impression que tu vas partir en liquidation. Parce que du Ouais, coup, c'est ça. tu calcules le salaire que Charge, tu quoi. dois avoir, les charges, et tu fais, mais c'est très compliqué là. Et c'est Ouais, vrai c'est que c'est ça. un truc, tu sais, c'est un peu comme les agences, où il y a eu une période où moi, j'aurais plein de collègues, tu vois, freelance, et qui se disaient, Mhm. mon but, c'est monter une agence. Je disais, mais t'as pas de Ok. trésor, t'as pas forcément de clients, mais ton but, c'est ça. Et tu sentais que l'état d'esprit, c'était, je ne peux pas réussir si j'ai pas 5 employés. Et Ouais, le souci, c'est qu'il y en a plein qui sont partis en liquidation la première année, quoi. Parce que tu mais dis, ça en fait, m'étonne pas. tu prépares rien et tu dis, Mhm. non, mais moi, je sais pas. C'est un peu comme à l'époque la Rolex au poignet, quoi. C'était Ouais. de pouvoir dire, je suis patron de 5 personnes. Ouais, c'est ça. Ouais, ok, c'est cool, mais Ouais, ça veut pas dire grand-chose au final, tu vois. bah ouais. Et puis si tu fais ça pendant un an et qu'après tu meurs, franchement, Ça, c'est chiant. entoure-toi de 10 indépendants au pire, et puis voilà, hein. Ouais, t'as un peu gâché ta vie, quoi, malheureusement. Ouais, ouais, c'est clair. Et sur ta structuration, du coup, tu l'as en tête d'ailleurs, pour arriver à des chiffres comme ça, qui sont quand même des beaux chiffres. Chose que j'ai réfléchi parce que ça me permet en fait d'anticiper en fait et d'aller vers là tout de suite et sans parce que tu sais quand tu réfléchis pas trop à la suite, tu as des phases où c'est un peu le chaos, tu vois, et après tu dois tout restructurer, etc. Et moi j'essaie de les éviter au maximum. Et donc du coup, moi ce que je veux, c'est euh, avoir des ghostwriters avec moi et des content stratégistes. C'est ma structuration est encore en réflexion, mais dans l'idée, j'aimerais avoir des personnes qui sont vraiment là un peu en tant que chef de projet, tu vois, ce que j'appelle du coup des content stratégistes slash chef de projet, et à côté, des personnes qui travaillent directement avec eux en tant que ghostwriter, donc des personnes qui rédigent du contenu uniquement, pour qu'il y ait vraiment des personnes qui soient focus sur quelle est la stratégie éditoriale qu'on va adapter pour le client, l'analyse des stats, etc. Et d'autres personnes qui soient plus focus sur OK, les sujets sur lesquels on va écrire, c'est ça. Et en fonction du ton du client, ton éditorial, etc., on va rédiger comme ça, tu vois.
Ça, c'est vraiment ce vers quoi j'ai envie d'aller. Mes offres sont encore en train de changer. Récemment encore, elles ont changé là sur la partie lead gen, parce que la plupart de nos clients veulent des leads. Et en fait, la manière dont on le faisait juste avant, bah, c'était cool, mais je pense que là, avec la nouvelle offre, ça va être encore mieux. Ça va plus répondre en fait à la problématique et aux besoins du client, plutôt c'est plus dans ce sens-là, donc c'est intéressant. Euh, voilà, donc un peu au niveau des équipes, la structure, c'est comme ça que je vois les choses. Je bosserai qu'avec des free. Ouais. Pourquoi? Parce que bosser avec des employés, c'est des charges fixes en plus que j'ai pas envie d'avoir. Donc je bosserai qu'avec des free. Et c'est pas parce que je bosse qu'avec des free qu'il y aura pas un peu cette culture de boîte, etc. Je veux quand même garder ce truc-là, tu vois, que ce soit pas juste des gens qui fassent des allées et venues dans ma boîte, mais vraiment des gens qui soient là et avec qui je puisse évoluer sur le long terme. Parce que même si c'est des free, ce que je veux, c'est qu'on puisse évoluer ensemble, faire s'il faut des off-site ensemble, vivre des expériences ensemble, etc. Comme si c'était un peu les employés de ma boîte, mais vu qu'ils sont en free, ils pourraient partir à tout moment, tu vois. Donc c'est pas le but, mais voilà pourquoi je travaille avec des free. Euh, et voilà, moi c'est un peu ce que j'ai en tête par rapport à la structure. Au niveau du nombre de personnes, très honnêtement, je l'ai pas. Je l'avais estimé un moment, mais en fait j'ai changé parce que comme mes offres ont changé, bah, le nombre de personnes change avec, parce que des fois j'ai besoin d'un petit peu moins de gens, etc. Donc voilà, mais sinon, c'est un peu ce à quoi j'ai réfléchi au niveau de la structure, si tu veux, de ma boîte. Donc si on réfléchit en termes de pyramide, même si j'aime pas le terme, parce que j'estime que je suis au même niveau que tout le monde. En gros, il y a moi qui gère la boîte en haut. En dessous, tu aurais des content stratégistes slash chefs de projet qui managent chaque projet. Et en dessous, tu aurais des ghostwriters qui sont vraiment là pour la rédaction pure et dure. Voilà. Et si on reste sur une pyramide, à mon niveau, bah, tu aurais peut-être un jour je sais pas, un CMO, ou peut-être un mec qui gérera la partie commerciale, etc. Même si j'y suis pas encore allé, donc je t'avoue, je sais pas, peut-être que tu auras la réponse, tu me diras. Je suis pas sûr qu'à ce niveau de revenu-là, j'ai besoin d'avoir d'autres head-off que moi, tu vois. Peut-être d'avoir je sais pas, un content manager, tu vois, ça pourrait être intéressant. Quelqu'un qui m'aide sur la partie création de contenu, qui me fait gagner du temps sur ça, ça pourrait être intéressant. Mais de là, avoir un head-off marketing, je suis pas sûr, tu vois. Ouais. Donc voilà un Ouais, peu comment j'ai. ouais, je suis pas mal aligné. Mais je dirais ce qui peut être intéressant souvent, c'est quand tu as ces revenus-là, c'est plutôt sur la partie sales, à mon sens. Tu vois, parce que bah, souvent, tu vas avoir ton SDR qui va qualifier, etc., ton sales qui peut aider. Et pour moi, c'est plus là où potentiellement, si toi, par exemple, ta zone de génie, ça va être tu vois, de mettre ton nez dans un peu tous les projets, mais un petit peu pour garder une certaine qualité, bah, normalement, tu peux pas. Genre faire ça, plus aller faire tes ventes, plus aller faire les rendez-vous. Et souvent, on voit que justement, entre tu vois, du 20 000, du 50 000 par mois, tu as un besoin d'avoir en fait un truc un peu externalisé de commercial. Bah, dans cette logique-là, si toi, tu n'as pas une personne qui gère cette externalisation et qui est interne chez toi, bah, du coup, tu es obligé de le faire toi et de C'est surveiller. ça. Donc, c'est plus là-dessus. Après, sur le côté head of marketing, ouais, pour moi, je pense pas avec cette logique-là, surtout que toi, tu as ta zone de génie sur le copywriting et sur la stratégie de contenu et marketing. Donc, ce serait presque dommage de le donner à côté. Ou alors, il faut que tu vises, tu vois, plutôt 60-70 000 avec la Ouais. même structure. Et là, bon, bah, tu seras avec la piscine et le palmier et tu bosseras 2 heures par jour, quoi. C'est que je pense que si j'arrive à ce niveau-là, je vais me faire chier. Bah, Parce que ouais, je pense. Ouais. je pense vraiment que, tu vois, ce que je te disais tout à l'heure, travailler, c'est un kiff, c'est pas vraiment c'est pas une contrainte pour moi. Et je pense que les 2 heures par jour, on n'arrivera jamais. Mais peut-être qu'un jour, il y aura un 2 heures par jour sur Memory, mais un 6 heures sur d'autres projets, en fait, tu vois. On verra. Ouais, bah, je pense que tu as plus la menta de si tu plus que 2 heures dans une boîte, t'en fais une autre. Ouais, c'est ça, en fait. Tu vois, c'est Exactement. même pas dans une logique de capitaliste. C'est vraiment de se dire, bah, du coup, j'ai du temps pour lancer autre chose. Ouais, J'ai c'est du ça, temps pour faire exactement. un autre projet. J'ai du temps pour faire un SaaS qui est basé sur les règles métiers que j'ai apprises depuis des années. Euh, ben, c'est là où on revient, la boucle, entre guillemets, bouclée sur ce qu'on disait sur l'entrepreneuriat. Après, quand tu es comme ça, bah, en fait, tu es comme ça et c'est tout. Tu vois, je vais te dire une bêtise, mais quand moi j'étais au lycée, j'allais récupérer les croissants et les pains au chocolat de la veille en boulangerie. Et après, je me mettais à l'angle et je les revendais, genre à 35 centimes parce qu'ils étaient à 50 centimes Ok. ceux du jour même. Ouais. Et à cette époque, je me disais pas entrepreneur, tu vois. Je me disais juste galérien qui a besoin de thunes. Et du coup, je me disais, il y a une offre, les trucs de la veille, il y a une demande, tous les gens qui peuvent pas payer 60 centimes leur croissant, bah du coup, moi, je leur vends 30 centimes et c'est de la veille. Dis-toi, au bac, j'avais fait ça avec les feuilles doubles. Tu vois, j'étais Ok. devant le truc du bac,
Et je disais, je voyais les gens qui galéraient, je disais, ah, mais t'as tes feuilles doubles et tout pour le bac. Non, non, je suis stressé. Ok, bah, c'est 2 euros les 2 feuilles doubles. Ah Et du putain, coup, la tu vois, les dingue. gens, ils étaient là, bah vas-y, je vais mettre 10 euros pour en avoir 10, c'est ok ou pas? Ou t'en as 5? Je dis, bon, allez, 10 euros 10 feuilles doubles, c'est ok. Et tu vois, Nice, hein. j'allais passer les examens et je repartais avec peut-être, je sais pas moi, 100, 150 balles. Et on me disait, mais t'as fait comment? Bah écoute, j'ai acheté 2 euros un paquet de 70 feuilles doubles. Et Ouais, c'est après, j'ai ça. revendu 2 euros la feuille double. Donc, L'offre et la demande, hein. ouais, c'est ça. Après, aujourd'hui, tu vois, quelqu'un de l'âge que j'avais me dirait ça, je disais, ouais, mais t'abuses là, c'est plus l'offre et la demande, c'est t'es sur la pitié. Les gens, ils sont en train de galérer, ils ont soif, ils sont affamés, et toi, tu leur dis, c'est 15 euros la bouteille. Donc, éthiquement, pas cool. Mais bon, après, j'avais 18 ans, 18 ans, j'avais besoin de thunes pour aller m'acheter mes baskets, alors du coup, j'ai fait ce qu'il fallait faire, tu vois. Ouais, Mais, c'est ça, mais t'as c'est fait vrai comme tu qu'après, pouvais, c'est hein. dans la tête, je Ouais. pense. Ça reste dans la tête. Mais je pense que le plus gros défi que tu vas avoir, tu vois, quand tu seras dans cette logique, ça va être de ne pas perdre ta flamme. Parce que il Ouais. faut pas que tu deviennes un 100% gestionnaire. Parce que Mm. si tu deviens un 100% gestionnaire d'entreprise, du coup, tu serais plus entrepreneur. Tu vois, Ouais. tu seras plus dans ton kiff. Et je trouve que ce serait dommage. Bah, je pense que tu as raison. Je pense que ça m'amuserait moins, tu vois. Et c'est pour ça que, bah, pas forcément avoir de head-off. En fait, c'est pour ça que je te disais que dans une logique pyramidale, j'aurais les gestionnaires de projet slash content stratégistes qui seraient là pour bah, gérer les clients, les problèmes du quotidien, etc. Mais moi, je resterai toujours là un peu en mode chapeautage du truc, regarder sûr que tout se passe bien. S'il y a besoin d'un petit truc, je peux aider. Tu vois, puis avec l'IA, ce qui est fou, c'est que typiquement, tu peux coder un peu ce que tu veux. Donc demain, on a une nouvelle idée, on veut sortir un nouvel outil, un truc qui pourrait nous aider dans nos process, bah, ça, je kifferais trop, tu vois, être plutôt Ouais. bosser sur ça, etc. Donc voilà, tu vois, ça, c'est intéressant. Aujourd'hui, tu vois, je suis plus la personne qui gère la partie sales commerciale et market aussi forcément, mais à terme, je ne sais pas si ce sera encore moi qui gérera l'école client, prospect plutôt, en sachant qu'aujourd'hui je le fais et j'adore le faire. Tu vois. Peut-être qu'en fait, je kifferais toujours continuer à le faire et peut-être que je le ferai encore toujours. Peut-être que je le ferai peut-être un volume un peu moindre à un moment parce qu'il y en Mm. aura plus et que je ne pourrai pas tout gérer, mais que je le ferai quand même un petit peu. Franchement, j'en sais rien, je te dis, là, je suis vraiment en train de vivre une aventure. Tu vois, le mot aventure entrepreneuriale, c'est ce que j'ai vu. Tu vois. Je fais des trucs, je vois où ça me mène, j'ai à peu près une vision et un chemin que j'ai envie de prendre. Et dès que j'ai un blocage, bah, je vois comment est-ce que je peux surmonter ce blocage-là. Et puis, je continue à vivre mon aventure et à tester des trucs et à m'amuser, en fait, c'est ça. Vraiment, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est comme un jeu. Tu vois, genre, vraiment, tu sais, as des niveaux, tu vois, t'es niveau 1, tu galères, t'es solo, t'es niveau 2, tu recrutes une, deux, trois personnes, puis après, ça continue, ça continue, ça continue. Tu redescends niveau 1 parce qu'il y a un moyen de merde et tu frôles la liquidation judiciaire, tu sais pas pourquoi, mais après, tu repars. Ouais. Voilà, c'est un peu ça, tu vois. C'est un peu ça. C'est comme ça que je vois les choses. Ouais, bah, carrément. Il y avait un gars, alors malheureusement, j'ai plus le nom de la personne, mais qui avait refait l'analogie avec les jeux vidéo en disant, tu vois, bah, t'arrives, t'as des pré-skills, on va dire. Ouais. Et puis bah, là, nous, par exemple, notre pré-skill, c'est l'entrepreneuriat. Mais bah, il faut que tu le travailles, il faut que tu le farmes, parce que sinon, bah, tu vas être un petit entrepreneur de niveau 1. Mais par contre, si tu t'entraînes, tu peux être niveau 150 et d'un coup, tu arrives dans une nouvelle zone où le 150, bah, en fait, c'est comme si c'était niveau 10 parce que tu es dans une zone 600. Et du coup, tu Mm. recommences. Et j'avais bien aimé l'analogie qu'il avait fait parce qu'il disait, en fait, si tu prends ça comme ça, évidemment, c'est pas la merveille au monde et à chaque fois que tu as une merde, il faut quand même trouver la version positive, etc. Tu as aussi, bah, des fois, tu as des merdes qui t'arrivent dans la gueule et tu plus bactère et c'est comme ça. Euh, mais tu vois, il avait mentalisé le truc en disant bah, tu te lèves le matin, vas-y, c'est un jeu vidéo. T'as des calls, bah, il y en a, c'est des PNJ, il y en a, c'est des gens Ouais, intéressants, quoi. ouais, c'est ça, Et exactement. et t'arrives sur un truc, tu te dis, bah ouais, c'est vrai, ça prend moins la tête, en fait. Ouais, Ouais, tout simplement, tu te dis, bah vas-y, va vivre ton aventure. Et puis, si ça se trouve, tu vas changer de race et tu vas passer en CDI parce que, en fait, l'entrepreneuriat, finalement, ça le fait pas, quoi. bah, c'est Donc, ça. En vrai, c'est ça. ouais, Et tu vois, j'aime bien cette mentalité. Ouais. au sens plus global, parce que là, on parle d'entrepreneuriat, mais en fait, c'est plus la vie en général qui est un jeu, tu vois, où tu testes des trucs, tu testes l'entrepreneuriat, tu testes le CDI, tu testes un bout de chômage, tu pars à l'étranger, tu abandonnes tout, tu vois, tu vis des expériences, tu testes des choses, tu vois ce qui te plaît pas, et puis en fonction, tu adaptes ton mode de vie. Et puis, tu vois, en fait, même en grandissant, tu vois, tu prends en maturité, tu as des choses qui changent, à des moments, tu as envie de plus te poser, d'avoir un chez toi, je sais pas, de construire une famille, tu vois, j'en sais rien.
d'avoir un chien, j'en sais rien, tu vois, des trucs comme Ouais. ça, de la vie de tous les jours, en fait. Ouais, c'est ça, c'est la vie, en fait. La vie, c'est un peu comme un jeu. C'est ça, t'avances, tu vis tes aventures et puis t'évolues au fur et à mesure du temps. C'est clair. C'est très beau. C'est très beau ce qu'on dit. On va arriver vers la fin, parce que j'essaie de faire un petit peu moins de 1h40 parce que j'ai eu quelques retours Ça se qui tient. m'ont dit c'était intéressant, mais c'est un petit peu long. Mon run du dimanche ne dure pas 1h40. Et du coup, ce que j'aime bien faire, c'est demander un mot de la fin. Enfin, je ne l'ai pas inventé, Ouais. hein, ça se fait dans d'autres trucs, mais c'est intéressant. Si tu aurais un mot de la fin, comme ça, à partager par rapport à tout ce qu'on s'est dit, ou un truc que tu veux partager, ce serait quoi? Ah ben, tu vois, je l'ai pas préparé celle-là. Je réfléchis. Non, en vrai, si j'ai un mot de la fin, je pense que je dirais ce que je dis dans à peu près tous mes vlogs à la fin, tu vois, qui serait bah, que vous soyez entrepreneur, salarié, étudiant ou au chômage, tu vois, continuez à travailler, lâchez pas, et puis un jour, ça finira par payer, on arrivera là où on a envie d'arriver. C'est propre. Karma. Karma, exactement.